gouvernants. Leur devoir est de gouverner par l'exemple, en gérant les affaires publiques avec probité, dans la transparence et l'efficacité. Il leur incombe d'intérioriser le principe de redevabilité qui oblige les gouvernants à rendre régulièrement compte au peuple de la mise en œuvre des politiques publiques et l'exécution de leurs missions respectives. N'a-t-on pas coutume de dire que gouverner, c'est rendre compte? Eh bien, c'est fidèle au principe de redevabilité prôné par le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Tiani, que le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Sidi Mohamed Al-Mahmoud, se prête à l'exercice du bilan. Un focus rétrospectif sur 14 mois d'action intense, englobant l'année 2025 et le premier semestre de 2026. Entre réformes structurelles et réalisations concrètes, immersion au cœur d'un département ministériel devenu le catalyseur de la refondation nationale. Premier pilier de cette dynamique, la jeunesse. Pour faire des jeunes Nigériens les acteurs majeurs du développement, le ministère a misé sur la formation et l'inclusion. Grâce au maillage territorial des 31 centres de promotion des jeunes CPJ et des 9 écoles de formation artistique et culturelle, plusieurs centaines de jeunes ont acquis des compétences clés pour leur autonomisation. Au sommet de cette pyramide éducative, l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS et l'Institut national des arts et de la culture INACTAYA confirment leur statut de pôle d'excellence sous la tutelle du ministère. Mais la refondation passe aussi par l'expression citoyenne. En témoigne le succès du dialogue intergénérationnel et la célébration de la Journée nationale du jeune leader. Deux tribunes majeures qui ont permis de connecter la voix de la jeunesse aux instances de décision. À l'échelle continentale, le leadership nigérien s'est affirmé au Tchad lors de la 2e édition du Youth Connect Sahel, où le ministre Sidi Mohamed Al-Mahmoud a conduit avec succès une délégation de jeunes ambassadeurs de notre pays. Sur le terrain des sports, la motion est tout aussi élogieuse. Sous l'égide du ministre Sidi Mohamed Al-Mahmoud, le sport nigérien a franchi un palier de performance internationale. Nos athlètes ont brillé, hissant haut le drapeau national en remportant plusieurs médailles dans diverses disciplines. Au niveau national, l'année a été marquée par la parfaite organisation de la 46e édition du Sabre national Kokoa. Plus qu'une compétition, un grand moment de communion et d'unité nationale. Pour détecter les talents de demain, le ministère a également structuré le tournoi national des grandes vacances de football, offrant une vitrine unique aux jeunes des régions. Cette ambition sportive s'appuie sur des infrastructures modernes. À Niamey, la réalisation du nouveau complexe sportif offre désormais aux citoyens et aux professionnels des cadres adéquats pour la pratique du sport au quotidien. Le troisième chantier de ce bilan est culturel. Le ministre Sidi Mohamed Al-Mahmoud a engagé des réformes profondes pour valoriser notre patrimoine et en faire un levier de cohésion sociale. Une ambition concrétisée par l'institutionnalisation du festival Dokin Iska d'Anhilingue, garant de la pérennisation de nos traditions. Dans la même dynamique, la célébration de la parenté à plaisanterie a rappelé la force de nos mécanismes endogènes de paix et de fraternité. Le rayonnement culturel du Niger a aussi traversé les frontières, mené par le Premier ministre Son Excellence Ali Maman Lamine et le ministre en charge de la culture. Une forte délégation d'artistes nigériens a marqué les esprits lors de la 22e édition de la Semaine nationale de la culture au Burkina Faso. Une participation magistrale qui réaffirme l'excellence de la diplomatie culturelle de notre pays. Jeunesse formée, sport célébré, culture magnifiée, en 14 mois, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture a transformé ses lettres de mission en réalité concrète. Un bilan d'étape solide qui trace des perspectives d'avenir promoteuses pour le peuple nigérien.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous recevons ce soir le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, M. Sidi Mohamed Al-Mahmoud. Monsieur le ministre, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler du bilan de vos activités à la tête du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Vous êtes promis à ce poste, monsieur le ministre, le 17 avril 2025, où vous avez la charge de conduire la politique de l'État en matière de la jeunesse, des sports et de la culture. Un secteur très important sous cette refondation où la jeunesse, depuis les événements du 26 juillet 2023, a apporté tout son soutien au CNSP et a fortement adhéré à la vision du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Tchani, pour un Niger nouveau. Alors, monsieur le ministre, vous êtes un symbole de cette jeunesse et vous allez nous dire au cours de cet entretien quelles sont vos actions et ambitions en direction de cette jeunesse aujourd'hui que vous êtes au gouvernement, et ce depuis 14 mois maintenant. Et pour entamer cet entretien, cette question, monsieur le ministre, la jeunesse, c'est tout simplement l'avenir de notre pays. Alors, quels sont les défis et les enjeux auxquels est confrontée notre jeunesse? Ensuite, quelle politique de la jeunesse aujourd'hui? Bonsoir à tous. Merci pour l'opportunité que vous me donnez de partager avec nos concitoyens le bilan des réalisations de mon département ministériel au titre de la 1 de la refondation. Avant de répondre à votre question, permettez-moi d'adresser ma reconnaissance et ma gratitude à son Excellence le général d'armée Abdrahmane Tchani, président de la République, chef de l'État, au nom de la jeunesse nigérienne et à mon nom propre, pour la confiance placée à notre modeste personne pour envie de diriger le ministère que vous venez d'écrire. Je voudrais aussi remercier son Excellence Ali Mohamed Lamine, Premier ministre, pour les orientations et le soutien. Remercier aussi, par la même occasion, les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ainsi que les collègues membres du gouvernement, pour la synergie d'action dans l'attente de nos objectifs. Vous avez dit que la jeunesse, c'est l'avenir de notre pays. Je dirais mieux, la jeunesse, c'est le présent de notre pays. C'est aussi la force motrice de notre pays. Et elle constitue plus de 70% de la population nigérienne. Et avec plus de 70% de la population, aucun projet de développement, aucune ambition et aucune transformation ne peut être opérée sans cette frange importante de la population. Cependant, il faut reconnaître que cette jeunesse fait face à de nombreux défis. Mais pour nous, ces défis ne sont pas une fatalité. C'est des défis que l'État et ses partenaires sont en train de travailler pour pouvoir relever. Au nombre de ces défis, nous avons des défis principalement liés. Je ne peux pas citer tous les défis, mais je vais citer quelques-uns. Au nombre de ces défis, nous avons l'emploi et l'insertion professionnelle des jeunes. Chaque année, des milliers de jeunes arrivent sur le marché de l'emploi avec une seule ambition, c'est de vivre dignement de leur travail et contribuer au développement du pays. Ces jeunes viennent aussi de nos universités, viennent de nos écoles professionnelles, ils viennent aussi du secteur formel et non formel. Donc pour nous, l'ensemble de cette jeunesse-là, elle a un principal défi, je peux l'appeler ainsi, qui est celui de l'emploi et de l'insertion. Le second défi est lié à une éducation de qualité, à l'éducation de façon générale. Comme vous le savez, beaucoup d'efforts ont été accomplis dans ce secteur. Nous sommes aussi un ministère en charge de l'éducation, mais il y a des difficultés à accéder aux infrastructures scolaires, académiques, pour beaucoup de jeunes, notamment des jeunes qui sont en race campagne, qui sont au milieu rural. Il y a aussi l'inadéquation, le manque d'alignement entre les programmes dispensés dans nos établissements, en tout cas dans nos universités, dans nos instituts, et les besoins réels de l'économie, c'est-à-dire le marché de l'emploi. Donc, les défis de l'éducation est aussi un défi très important
pour la jeunesse de notre pays. Au-delà de ces défis, il y a aussi un autre défi qui n'est pas le moindre, celui de la sécurité et de la cohésion sociale. Notre pays, à l'instar des autres pays du Sahel, fait face aujourd'hui à des menaces sécuritaires, des extrémismes violents et bien sûr d'autres menaces qui guettent nos pays. Et ces menaces ne facilitent pas aussi la vie aux jeunes. Et malheureusement, ils sont embrigadés dans ces phénomènes par les groupes terroristes. Et tout ce qu'on a comme, en tout cas, galaxie autour de ces phénomènes-là, de l'extrémisme violent, de l'insécurité. Donc, qui aussi, malheureusement, amène les jeunes à consommer des stupéfiants et tout. Donc, c'est vraiment un défi énorme pour la jeunesse nigérienne. Il y a aussi un autre défi lié à la transition numérique, lié à la fracture numérique. Aujourd'hui, une partie importante de notre jeunesse n'a pas accès à l'Internet, alors que les nouvelles technologies, les outils numériques offrent des opportunités véritables à la jeunesse. Malheureusement, beaucoup de jeunes n'ont pas accès à cet outil, à l'Internet. Même ceux qui sont en ville, souvent, du fait souvent de la charité, il faut le dire, de cette importante technologie, malheureusement, les jeunes n'ont pas accès à ça. Un autre défi qui nous tient beaucoup à cœur, qui touche les jeunes à tous les niveaux, je dirais qu'ils soient des jeunes en milieu rural ou des jeunes en milieu urbain, c'est surtout la consommation de stupéfiants et surtout la santé mentale des jeunes. Malheureusement, c'est un phénomène qui fait beaucoup de ravages à tous les niveaux. Et malheureusement, même les enfants, les familles nantis en consomment aujourd'hui. Donc c'est vraiment un fléau. C'est des addictions qui sont vraiment des facteurs qui touchent énormément les jeunes. Je vais finir par, en termes de défis, par un défi, un des défis importants aussi, qui n'est pas le monde dans notre contexte actuel, c'est le changement de mentalité. Nous sommes dans la refondation. Et la refondation exige un changement de mentalité. Il est évident, indéniable que la mentalité que nous avons héritée des décennies passées ne promettent pas un avenir radieux à notre jeunesse. C'est pourquoi pour nous, le changement de mentalité constitue un des défis très très importants pour notre pays et un défi sur lequel nous devons travailler, nous sommes en train de travailler parce que nous avons besoin d'une jeunesse engagée, patriote et surtout qui est consciente des enjeux du moment. Aujourd'hui, notre pays est en train, en tout cas, d'assumer sa souveraineté et nous sommes en train d'avancer avec nos autres pays de l'AES vers un changement radical. Et pour faire ce changement-là, il faut un changement de mentalité au niveau de notre jeunesse parce que la jeunesse constitue la force, comme je l'ai dit, la force principale, la richesse de notre espace. Il faut que la jeunesse comprenne qu'aujourd'hui, l'affirmation de notre souveraineté est un enjeu qu'elle doit comprendre et qu'elle doit, en tout cas, les cerner et surtout assumer l'avenir de notre pays. Voilà pour cette première partie. Vous avez parlé aussi de la question de la politique nationale. Politique de la jeunesse. Quelle politique de la jeunesse? La politique nationale de la jeunesse, c'est un outil pour nous qui vise bien sûr à l'encadrement de la jeunesse, à l'utilisation ou bien à la promotion du potentiel humain, du capital humain qui constitue la jeunesse. Et nous sommes en train de passer à la relecture de la politique que nous avons actuellement parce que c'est une politique qui date précisément du 13 avril 2023 avec l'installation du CNSP au pouvoir. Donc pour nous, il est important d'analyser cette politique, de la relire et de l'actualiser et l'aligner à la vision du président de la République, à la vision, au programme pour la refondation de la République et surtout l'aligner aussi à la vision de la dynamique de l'AES pour qu'elle prenne en charge cette phase importante dans laquelle nous sommes, qui est celle de la transition vers notre souveraineté, vers notre indépendance véritable, qui ne peut se faire qu'avec cette jeunesse, la jeunesse africaine et la jeunesse d'Israël, la jeunesse nigérienne.
C'était pas peut-être le premier chantier sur lequel il fallait commencer cette politique de jeunesse, parce que ça fait 14 mois que vous êtes aux affaires, hein, monsieur le ministre. Oui. Est-ce que quand vous avez pris ce ministère en charge, il ne fallait pas commencer par cette politique de jeunesse pour la revoir? Et c'est aujourd'hui seulement qu'on pense à y faire ça. Vous avez un processus de la relecture d'une politique, c'est un processus itératif, inclusif, qui doit prendre en compte un certain nombre d'aspects. D'abord, il faut mobiliser des ressources. Tout à fait. Il faut déployer aussi ces ressources, les ressources humaines qui vont aller vers la jeunesse, parce qu'on ne peut pas élaborer une politique dans nos bureaux. Il faut forcément qu'on parte auprès des jeunes, dans les régions, dans les départements, dans les communes, s'il y a lieu, pour que cette jeunesse puisse désormais, en tout cas, contribuer à l'élaboration d'un outil qui va prendre en charge ses aspirations. Et pour le faire, on est tenu, bien sûr, de l'associer et bien sûr de l'expliquer les enjeux. Et bien sûr, puisqu'il y a une première mesure qui est montée au niveau du ministère, il faut qu'elle soit partagée aussi avec nos partenaires, avec aussi les experts de notre pays en la matière, puisqu'on a des experts sur les questions de jeunesse, de sport et de la culture. Donc c'est pour dire que c'est un processus, c'est vrai, 1 an, vous avez parlé d'1 an, 2 mois, c'est un processus qui peut aller au-delà, parce qu'il faut que ça prenne en compte tous les aspects, tout ce qui doit être mis dedans, tous les ingrédients comme il faut pour vraiment avoir une très bonne sauce. D'accord. Parlant du défi et de la question d'emploi, avant votre nomination au poste de ministre de la Justice, vous étiez à la tête du Conseil national de la jeunesse. À cette époque, monsieur le ministre, vous évoquez régulièrement le manque d'opportunités offertes aux jeunes, notamment en matière d'emploi, de participation aux instances de décision et d'accès au financement pour l'entrepreneuriat. Alors, votre nomination avait suscité, je dois le dire, beaucoup d'espoir parmi les jeunes qui y voyaient l'arrivée d'une personne connaissant les préoccupations des jeunes, les préoccupations effectivement à l'intérieur, connaissant les préoccupations à l'intérieur de la structure. Pourtant, plusieurs jeunes que nous avons approchés avant cet entretien, ils estiment qu'aucun changement majeur n'est perceptible aujourd'hui dans ces domaines. Que répondez-vous? Parce qu'on a approché des jeunes avant cet entretien, et c'est ce que beaucoup nous ont dit. Merci beaucoup. Voilà, vous savez, un changement ne peut pas être perçu en 14 mois, aussi majeur que celui de changement, d'avoir des opportunités pour toute la jeunesse. Mais nous avons à notre niveau essayé, en tout cas depuis notre arrivée, à pouvoir en tout cas conjuguer nos efforts avec nos partenaires et bien sûr avec l'accompagnement des plus hautes autorités, de pouvoir placer un certain nombre de programmes, des initiatives qui concourent à l'atteinte bien sûr des objectifs que vous venez d'évoquer, à la prise en charge de la question bien sûr de l'entrepreneuriat, la question bien sûr de la vie de l'emploi des jeunes. Nous avons mis en place un certain nombre de programmes qui sont notamment, je peux citer 2 programmes majeurs. Le premier programme a pour cible les jeunes qui sont en milieu rural. Comme vous le savez, notre jeunesse est constituée de plus de 80%, elle est constituée de jeunes qui sont en milieu rural. Donc pour nous, il faut de façon urgente donner une réponse ou trouver en tout cas des solutions à ces jeunes-là. Nous avons développé ce programme pour pouvoir toucher les jeunes et les organiser en GUE. GUE, c'est le groupement d'intérêt économique, bien sûr, comme je l'ai dit, avec nos partenaires. Et nous avons touché des jeunes qui sont pratiquement dans les 8 régions. C'est vrai, ça ne peut pas toucher tout le monde, mais bien sûr, on a quand même essayé de placer ces programmes-là. Nous avons aussi mis en place un programme avec nos partenaires, bien sûr, du PNUD en particulier, ce qu'on appelle la plateforme numérique OHAIKI. OHAIKI veut dire en langue vernaculaire le portail de l'emploi ou des travaux ou la porte de l'emploi. Donc, ces programmes visent essentiellement à accompagner les jeunes diplômés et nous avons placé cette initiative-là au ministère pour pouvoir prendre en charge des centaines de jeunes pour pouvoir trouver des opportunités d'emploi à ces jeunes. Mais en réalité, l'objectif aussi est d'apprendre à ces jeunes-là, de les amener à pratiquer ce qu'ils ont appris dans leurs universités, dans leurs écoles professionnelles ou dans leur secteur formel ou informel. Surtout que nous sommes aujourd'hui à des milliers de jeunes qui sortent dans nos universités sans déboucher. Donc il faut leur apprendre un métier, il faut leur donner l'occasion au moins de faire un stage. Surtout résoudre une préoccupation, un narratif, je dirais, qui est en vogue dans nos pays, qui exige aux jeunes une expérience
avant d'exercer une activité. Donc pour nous, il est important pour que ces jeunes-là soient placés dans le secteur privé, dans nos entreprises, dans nos établissements, dans nos services publics comme privés. Et nous avons, au lancement de ce programme-là, réuni tout ce qui est, en tout cas la crème, je dirais, des différents chefs d'entreprise, opérateurs économiques, pour les sensibiliser avec le concours, bien sûr, de la Chambre du commerce, du ministère du Commerce aussi, qui nous ont mobilisé tout ce qui est, en tout cas, acteurs économiques de la ville de Niamey ou des passages qui sont intéressés par l'initiative de pouvoir donner la chance à ces jeunes-là. Figurez-vous, pratiquement des milliers de jeunes, pratiquement 250 000 jeunes sortent souvent, sont versés sur les marchés du travail. Et ils n'ont même pas la possibilité d'avoir un salaire. Donc, ces acteurs-là économiques, en tout cas, nous ont rassuré de leur disponibilité à être en contact avec ces jeunes-là. Bien sûr, avec l'accompagnement, la plateforme même, il faut le souligner, a été conçue par l'ANSI et elle a été, je dirais, dans la pratique, nous avons travaillé avec l'ANVD qui a placé un certain nombre de jeunes. Il y a aussi l'ANPE qui a placé aussi d'autres jeunes dans les différentes entreprises. Donc c'est pour dire que nous avons pris ces initiatives pour pouvoir essayer de fixer cette jeunesse-là. Nous avons aussi, dans le cadre des sports, formé des jeunes qui sont ici des CPJ. On les a formés en confection des ballons, des filets, pour pouvoir au moins apprendre un métier qui peut leur servir, bien sûr, dans la vie active, de pouvoir retrouver des ressources qui peuvent leur permettre de gérer leur quotidien. Donc c'est pour dire que nous avons au moins développé un certain nombre de programmes et nous sommes là-dessus. En dehors de notre initiative à nous, en tant que ministère, il y a beaucoup aussi des initiatives parallèles des différents ministères, parce que comme vous le savez, la jeunesse, elle est transversale. Elle est prise en compte dans pratiquement beaucoup de ministères, dans beaucoup d'institutions de la République. En tout cas, elle est prise en compte de la cave au grenier pour pouvoir être large. Je peux vous assurer que la préoccupation de nos plus autorités, je dirais après l'insécurité, c'est l'emploi des jeunes. Pour finir par là, quand le président de la République a fait sa tournée historique, partout où il a été, il a rencontré les jeunes. La préoccupation qui sort, c'est l'emploi des jeunes. Et aujourd'hui, nous sommes, pour aller loin, en train de refonder nos programmes de système éducatif pour que nos programmes soient alignés aux besoins de l'emploi, aux besoins du marché et de comprendre en charge réellement les besoins de l'économie dans nos formations. Monsieur le ministre, peut-on savoir combien de jeunes avez-vous pu toucher avec le programme des groupes d'intérêt économique que vous avez évoqué en début de votre intervention? Nous sommes dans une phase pilote. Nous avons touché plus de 200 jeunes à travers ce programme. Comme je vous l'avais dit, c'est une phase pilote que nous sommes en train d'expérimenter avec nos partenaires. Et nous avons vu les résultats que ça a donné. On va continuer peut-être dans la seconde phase, puisqu'il y aura une deuxième cohorte à partir de cette année 2000, puisqu'on est en train de faire le bilan 2025. À partir de cette année 2026 aussi, nous allons certainement recruter encore plus, trouver de l'emploi pour beaucoup plus de jeunes. L'objectif, c'est de pouvoir apprendre aux jeunes un métier qui sont au niveau du monde rural pour pouvoir leur trouver au moins, leur apprendre un métier et leur donner les BABA ou les matériels, leur a fourni des matériels pour pouvoir commencer leur activité et certainement par la suite d'autres cohortes vont arriver et avec un nombre plus grand. Il y a aussi la plateforme numérique Koha Ekiki, aussi environ plus de 240 jeunes sont touchés. Comme je vous l'avais dit, c'est des phases pilotes que nous sommes en train d'expérimenter. Il y a aussi d'autres initiatives parallèles où nous formons des jeunes au métier de l'entrepreneuriat. Ces initiatives vont donner leurs fruits, pas forcément à la première phase, peut-être à des phases qui vont suivre. On va continuer à pouvoir gérer ce qu'on a comme secteur, comme ressources, avec les moyens mis à notre disposition. Et il faut le rappeler, c'est des programmes dont je vous parlais, ce sont des programmes qui sont financés en dehors des ressources de l'État. Monsieur le ministre, il y a des risques qui sont souvent liés à la jeunesse, vous l'avez évoqué, dans notre contexte, c'est le terrorisme et l'extrémisme violent, la consommation de la drogue et la délinquance. Ma question est de savoir, 1, quelle politique mise en place par votre ministère? 2, quel effort fourni par votre département pour y faire face en rapport, dans certains cas, avec d'autres ministères?
Merci beaucoup. Alors, au ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, nous ne considérons pas que ce que vous venez d'évoquer comme risque, ce sont des risques qui guettent seulement la jeunesse. L'extrémisme violent, le terrorisme, la délinquance, aujourd'hui, c'est des phénomènes qui touchent pratiquement toute la population, pratiquement toutes les couches. Et pour revenir à la question, il est important, bien sûr, de pouvoir leur donner, dédier une réponse coordonnée. Et c'est ce que nous avons fait de façon chronologique, de façon coordonnée, en 3 phases. Premièrement, nous avons ce qu'on appelle la prévention par l'éducation, la formation et l'apprentissage. Comme vous le savez, nous sommes un ministère en charge de l'éducation. Nous accueillons des jeunes dans nos établissements, notamment au niveau moyen, dans les centres de promotion des jeunes qu'on appelle CPJ, où il y a des jeunes qui sont en décrochage scolaire, des jeunes aussi qui n'ont pas les moyens leur permettant de continuer au niveau secondaire, c'est-à-dire au niveau du CEG ou au niveau des autres établissements secondaires. Pour nous, on a décidé, à partir de ce moment, de les prendre en charge. Donc c'est pour nous aussi un moyen de prévention. Nous avons aussi les EFAC. EFAC, c'est les établissements, c'est des écoles de formation en art et culture qui sont déployées, qui sont au nombre de 9, qui sont déployées au niveau des départements pour aussi pouvoir prendre en charge ces jeunes-là qui sont dans ces départements, qui aussi ont besoin quand même d'un encadrement. En dehors des EFAC, nous avons aussi l'INAC TAIA, c'est-à-dire c'est l'Institut national des arts et de la culture. Là, c'est à un niveau un peu supérieur que les EFAC, qui aussi on prend en charge des jeunes sur l'ensemble du territoire. C'est des formations spécialisées, un diplôme qui leur permet en tout cas d'être insérés dans le tissu économique de notre pays. Nous avons aussi l'Institut national de la jeunesse et des sports, l'INJS, qui depuis des années forme bien sûr des cadres du ministère, des jeunes qui sortent des cadres d'éducation physique et sportive, et ces jeunes-là sont quand même pris en charge dans ces établissements pour leur donner quand même des b.a.-ba, leur apprendre un métier, de leur donner des diplômes leur permettant d'être insérés. Aussi, comme vous le savez, j'avais déjà parlé des programmes, parce que ces programmes-là visent aussi à fixer les jeunes. Parce que si ces jeunes ne sont pas fixés, ils seront des proies faciles pour l'extrémisme violent, pour aussi le terrorisme. Au niveau de nos régions, comme vous le savez, en dehors du ministère, nous avons des directions régionales qui, avec leurs partenaires, avec les efforts et surtout avec les subventions allouées, arrivent à asseoir certains programmes. Nous avons par exemple à Maradi un programme régional intégré pour l'autonomisation des jeunes, où des jeunes ont été pris en charge, mais cette fois-ci des jeunes en situation de handicap, parce que l'inclusion elle est importante dans notre fondation actuelle, où on doit faire avec tous les acteurs. Et en dehors de ce que je viens d'évoquer, nous avons accompagné des structures de jeunesse, accompagné des programmes de jeunes qui n'ont pas un ancrage au ministère de la Jeunesse, mais qui sont développés par d'autres jeunes. C'est le cas, par exemple, de la Journée nationale des jeunes leaders, qui était à sa 5e édition, où 1200 jeunes ont été formés sur l'entrepreneuriat des jeunes. 300 jeunes sur place se sont engagés dans l'entrepreneuriat. Pour nous, c'est une opportunité de pouvoir apprendre à ces jeunes-là, 300 jeunes qui s'engagent. Et nous avons aussi des cas que la Journée nationale des jeunes leaders a produit. La journée était à sa 5e édition, et par le passé, ils ont aussi formé des jeunes qui sont venus témoigner pour dire qu'effectivement, à l'occasion des éditions précédentes, nous avons puis l'engagement d'entreprendre. Et voilà là où nous sommes, voilà ce que nous sommes devenus, voilà nos entreprises actuellement, notre entreprise elle est à tel niveau. C'est encourageant pour nous, et c'est pourquoi nous n'hésitons pas à accompagner des jeunes. Il y a beaucoup encore d'autres initiatives de ce genre. En étant un ministère en charge aussi de la culture et des sports, nous avons développé des initiatives qui nous permettent de fixer ces jeunes-là par le sport, par la culture, en leur apprenant en tout cas des métiers dans ce secteur-là. À titre d'exemple, monsieur le ministre, au-delà du dispositif, au-delà de la politique, est-ce que, prenons le cas de la drogue par exemple au niveau de Niamey, est-ce que le ministère a un projet pour mener des opérations de séances de sensibilisation ou de diagnostic? Est-ce que à ce niveau vous jouez véritablement sur le terrain? Bien sûr, sur le terrain, nous avons conduit deux caravanes sur les conduites addictives, où nous sensibilisons sur les conduites addictives. Blaise Tchamogo avait évoqué notre passé au niveau du Conseil. Nous avons eu l'habitude
de conduire des missions terrain au niveau des départements. La seule préoccupation qui est les autorités coutumières, les autorités administratives telles que les préfets, les AD et d'autres organisations des femmes, des jeunes nous posent, c'est le phénomène de la consommation de la drogue. Quand même nous étions au niveau du Conseil national de la jeunesse. Donc pour nous, c'est une préoccupation majeure, c'est un problème qu'il faut résoudre. Nous travaillons aussi avec l'autorité qui s'occupe de ça et nous travaillons et vous voyez comment ils sont en train de mener un travail impeccable, louable par rapport à ce phénomène-là. Donc c'est une préoccupation et dans notre planification de cette année, nous voulons multiplier les sensibilisations. Nous ne ratons aucune occasion de sensibilisation parce que, comme vous le savez, dans le domaine du sport, nous avons ce qu'on appelle les tournois de grandes vacances. Nous saisissons ces occasions parce que c'est des événements qui drainent beaucoup de jeunes. Nous saisissons ces occasions-là pour sensibiliser les jeunes à ces phénomènes-là. Vous imaginez, il n'y a pas, je dirais, une commune où les tournois de grandes vacances n'est pas organisé. C'est des centaines, des milliers de jeunes qui sont touchés par cette sensibilisation que nous faisons. Parce que nous avons effectivement des directions régionales, des directions communales, et des directions départementales de la jeunesse, des sports, de la culture, qui ont pour mission effectivement de former et de sensibiliser les jeunes. Donc, de façon concrète, ce sont des actions comme ça que nous menons, mais nous sommes conscients du phénomène. Il y a aussi la brigade de mers qu'il faut s'allier de la région de Niamey, et bien sûr qui est en train d'être multipliée dans les autres régions. Ce sont des partenaires à nous, des partenaires dans ce combat-là. Et Inch'Allah, nous allons mener et gagner ces combats. Par exemple, à Maradi, du 10 au 13 août passé, plus de 500 jeunes ont participé au camp des jeunes organisé par les scouts, mais aussi par le Conseil national de la jeunesse à Tawa, en marge de la lutte, où on a sensibilisé les jeunes sur cette thématique, mais aussi c'est l'extrémisme violent, parce que peut-être c'est vous l'avez évoqué dans votre question, c'est un phénomène aussi qui est en train de prendre de l'ampleur dans notre pays. Donc, les jeunes qui sont en situation de oisiveté sont facilement, en tout cas, embrigadés dans ces phénomènes-là. Mais nous travaillons, c'est un travail de longue haleine. Au-delà de la sensibilisation, Monsieur le ministre, on voit bien que cette question de la drogue, vous la connaissiez avant même d'être ministre. Est-ce que depuis votre arrivée au ministère, vous avez fait un diagnostic institutionnel pour voir l'impact de cette situation et l'ampleur surtout sur la jeunesse nigérienne? Ça, c'est la première question. Ma deuxième question est de savoir ce que vous apportez comme réponse concrète, les solutions que vous proposez pour faire face à cette situation au-delà de la sensibilisation. Parce qu'on sait que la sensibilisation à elle seule ne suffit pas à résoudre le problème parce que les gens sont souvent, ils arrivent à un niveau où même s'ils veulent arrêter, c'est des problèmes. Alors, selon vous, quelles solutions vous proposez? Alors, par rapport au diagnostic, concrètement, nous l'avons fait parce qu'il fallait comprendre c'est un phénomène qui fait beaucoup de ravages. C'est pourquoi nous avons conduit ces caravanes-là, parce que nous sommes alertés par ces phénomènes. Maintenant, les actions en dehors de la sensibilisation, c'est un effort conjugué pratiquement du gouvernement. Je vous ai parlé de l'Octéris, et c'est le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, tous les ministères sectoriels sont concernés par ces phénomènes, le ministère du Commerce et tout. Donc je pense que les sensibilisations ne sont pas à négliger. Aussi, les sensibilisations, ce n'est pas seulement à l'endroit des jeunes, mais aussi à l'endroit des parents. Parce que les parents ont aussi une responsabilité dans cette affaire. Il ne faut pas aussi qu'on se dédouane des actes posés ou bien des comportements de nos enfants. Parce que, quelque part, il faut éduquer correctement nos enfants, il faut les surveiller et savoir de quel milieu ils fréquentent, qui ils fréquentent. Donc tout ça, ce sont des éléments diagnostiques que nous avons faits. Et nous continuons maintenant, nous sommes en train de tendre vers une rencontre nationale, ou fin 2026 ou en 2027, pour pouvoir diagnostiquer et bien sûr inviter tous les acteurs pour pouvoir nous aider. C'est un phénomène malheureusement qui fait ravage, mais à nous seuls, nous pensons qu'on peut faire des efforts. Mais ensemble, puisque c'est l'ensemble du pays, je pense qu'on va conjuguer ensemble les efforts. Je parle d'actions concrètes, Monsieur le ministre. Par exemple, vous avez des écoles qui sont sous votre responsabilité. Est-ce que vous avez pris des mesures pour empêcher que la consommation de stupéfiants puisse advenir dans ces écoles? Parce qu'on le voit malheureusement aujourd'hui, c'est même dans les écoles que certains enfants, dont des filles,
malheureusement, ça donne à ces pratiques. Est-ce que déjà vous tentez de décourager les jeunes dans les structures, que ce soit les stades, les écoles, et même à l'intérieur de votre ministère, pour les décourager à aller vers Mais bien sûr, nous sommes en train de parce que c'est dans le programme, ou même dans les règlements intérieurs des établissements, il est interdit la consommation de stupéfiants. Et vous avez vu les saisies qui ont été opérées quand il y a des comportements, pas forcément ça, comportements de ce genre-là. Et je pense aussi, comme je l'ai dit, c'est la responsabilité collective de tous les acteurs. Même les médias, même la RTN, même les autres organes de presse doivent conjuguer des efforts pour pouvoir sauver notre jeunesse de ce phénomène qui est en train malheureusement de la toucher de façon, en tout cas péremptoire, de façon attentatoire même à sa vie. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui perdent leur vie. Je ne peux pas vous citer des départements où moi j'ai été, où on m'a cité telle famille a été victime. Il a perdu ses enfants ou son jeune parce qu'il a été malheureusement drogué. Et je peux vous assurer que souvent, ce phénomène est plus accentué au niveau de nos frontières avec certains pays. Mais je peux vous assurer que c'est une problématique que nous prenons en charge et nous allons continuer les efforts, y compris les diagnostics, pour pouvoir trouver les voies et moyens pour pouvoir limiter les dégâts, comme on dit. Cette question de terrorisme et de l'extrémisme violent, je vais insister un peu. Je ne sais pas si, parce que vous n'en avez pas parlé, si au niveau du ministère, peut-être vous avez un programme, si vous avez réfléchi à un programme de déradicalisation comme au ministère de l'Intérieur. Parce que je sais que le ministère s'en occupe, mais vous gérez directement cette jeunesse. Donc nous avons effectivement au ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, nous sommes partie prenante, je dirais, puisqu'à travers l'UNFPA, il y a eu l'élaboration, et certainement avec le ministère de l'Intérieur, il y a eu une stratégie nationale de prévention de l'extrémisme qui a été en tout cas réélue plusieurs fois, qui est en train d'être réactualisée. Parce qu'il faut comprendre que le phénomène de l'extrémisme est en train de changer même de cas, parce qu'avant, on ne voyait pas peut-être des États derrière ce phénomène du terrorisme. Mais aujourd'hui, nous avons des États qui sont des sponsors directs de ce terrorisme. Donc, c'est en train de prendre une grande ampleur et c'est en train de prendre aussi une hauteur il faut passer par beaucoup de mécanismes et surtout pas seulement des stratégies, mais aussi peut-être utiliser même la diplomatie pour pouvoir endiguer ce phénomène. Mais dans notre pays, la jeunesse, pour la plupart, en tout cas dans beaucoup de régions, je discute régulièrement avec les jeunes de ces régions-là, est résiliente. Elle refuse de céder à ces phénomènes-là. C'est vrai, ça la touche, malheureusement, mais je peux vous assurer que beaucoup de nos jeunes sont conscients de cette question de l'extrémisme violent, du terrorisme, et ils refusent la tentation. C'est vrai, quand vous ne faites rien, quand vous êtes oisif et que vous avez même des diplômes et que vous ne faites rien, la tentation y est, mais je pense qu'on va continuer à pouvoir trouver de l'emploi à notre jeunesse pour l'occuper, pour vraiment éviter que la mare soit empoisonnée, pour pouvoir être le taureau fertile de ce terrorisme, de l'extrémisme violent. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des autorités qui sont en train de veiller au grain par rapport à tout ce qu'il faut faire pour que cette jeunesse soit responsabilisée, soit occupée et surtout qu'elle évite les tentations que vous venez d'évoquer. Avez-vous développé pour un changement positif de mentalité et de comportement de la jeunesse nigérienne à ce stade? Merci beaucoup, Ibrahim Yero. Effectivement, avant d'évoquer les approches que nous avons développées au niveau du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture par rapport au changement de mentalité, il faut dire d'abord que le changement de mentalité, c'est un processus. Nous sommes à l'heure de la refondation. Et les mentalités, je l'ai dit tout à l'heure, les mentalités que nous avons héritées par le passé ne nous permettent pas d'atteindre les objectifs des citoyens modèles pour un Niger souverain que nous sommes en train de vouloir atteindre. Il faut vraiment un changement de mentalité radical. Et au niveau du ministère, nous avons, par rapport aux approches que nous avons développées... À l'approche du ministère, nous avons développé un programme national de volontariat patriotique qui vise à changer profondément les mentalités. Et des jeunes en les formant sur le civisme, en les engageant sur la défense de la patrie. Et nous l'avons vu avec la mobilisation générale où les jeunes, dans toutes les communes où les autorités manifestent leur soutien au CNSP, ce sont des jeunes qui sont devant, qui sont mobilisés. Donc vraiment, il y a un changement perceptible
par rapport à la refondation, par rapport à... Vous avez un programme au ministère qui concerne ce changement de mentalité. De volontariat patriotique que nous sommes en train de faire valider dans les prochains jours. Permettez-moi, Monsieur le ministre, d'évoquer un peu vos rapports avec les jeunes nigériens. L'un des atouts majeurs aujourd'hui de la jeunesse nigérienne, c'est de vous avoir comme ministre. Vous êtes jeune, vous pouvez réfléchir comme jeune, vous pouvez agir, concevoir comme jeune. Alors, j'ai envie de savoir quels sont vos rapports aujourd'hui avec les jeunes Nigériens. J'aimerais savoir si Monsieur le ministre peut se retrouver autour du thé avec des jeunes, juste pour échanger dans un cadre purement social. Ou si est-ce que vous avez une interaction sur les réseaux sociaux avec les jeunes qui arrivent à vous poser des questions et auxquelles vous répondez tout en leur demandant ce qu'ils pensent de la marche du pays. Est-ce que vous avez mis ces mécanismes, vous utilisez ces mécanismes sociaux-là? Merci beaucoup, Yaro. Vous savez, moi, la fonction du ministre ne me change pas. Et aujourd'hui, nous avons appris l'humilité, d'abord, de nos foyers. Mais surtout, nous avons appris l'humilité avec son Excellence le gendarme Abdelhamid Tchiani, président du chef de l'État, qui, quand vous le trouvez, même dans un bureau très simple, très humble, pour nous, c'est une école. Et nous ne pouvons pas être différents. C'est pourquoi nous sommes restés les mêmes. Comme vous l'avez dit, aux aires creuses, nous n'en avons pas beaucoup, vu l'ampleur des défis. Mais nous partageons notre temps avec les jeunes, avec les mêmes fréquentations, avec les mêmes amis. Je peux vous demander tout à l'heure, le monsieur Abdoulaye Chamagou a fait son sondage. Vous pouvez l'approcher pour savoir si est-ce que dans son sondage, il a approché les jeunes que nous fréquentons pour savoir est-ce que nous continuons à les fréquenter, est-ce que nous partageons bien sûr leurs préoccupations ou bien leurs événements sociaux. Je peux vous assurer que nous sommes les mêmes. La fonction du ministre, c'est une mission. Vous êtes en mission, un jour vous n'êtes pas en mission, donc on doit rester les mêmes. On doit avoir les mêmes qualités sociales que nous avons avant d'être ministre, parce que, comme je l'ai dit, c'est une fonction et un jour on va la quitter. Donc on va revenir chez les mêmes amis, chez les mêmes familles et on va discuter avec eux, on va échanger avec eux. Donc, et ce que vous avez entretenu comme rapport, que vous soyez ministre ou pas, avec la société, avec les gens, c'est ce que vous récoltez. Vous êtes un citoyen, vous êtes un humain, vous devez rester, en tout cas, les mêmes, mais ça n'empêche pas que vous ayez la rigueur qu'il faut dans la fonction que vous exercez, que vous soyez jeune ou pas. Effectivement, je peux vous dire que nous avons écouté les discours, des narratifs comme quoi c'est des jeunes inexpérimentés, c'est des jeunes qui n'ont pas eu tel parcours. C'est vrai, il n'y a aucune école où on forme des ministres, mais quand même, nous avons quand même eu nous sommes en train d'avoir notre bout de chemin avec fierté, avec la même conviction de servir la jeunesse qui nous a amenés là où nous sommes et servir la République pour laquelle nous sommes tous dévoués. Est-ce que vous interagissez avec les jeunes sur les réseaux sociaux? Je ne parle pas de votre cercle d'amis que vous connaissez bien sûr, nous déjà, interagissons. mais un jeune Nigérien qui ne vous a jamais vu physiquement et qui vous écrit sur les réseaux sociaux, Monsieur le ministre. Est-ce que vous arrivez à échanger avec Monsieur, je peux vous assurer que je peux dire 80% des jeunes avec qui j'interagis, je ne les ai jamais connus. Parce que ce sont des jeunes que j'ai dirigés quand j'étais président des jeunes, qui sont des présidents communaux, qui sont des chefs, qui sont présidents des jeunes des villages, qui sont des jeunes des départements. Je ne peux pas connaître toutes les communes du Niger. On a au moins 266, nous avons 63 départements. Et je peux vous assurer qu'il n'y a aucune fois où quelqu'un m'a écrit, un jeune m'a écrit, ou une personne tierce, où je n'ai pas répondu. Mais peut-être je ne peux pas répondre à l'instant T, parce que j'ai des occupations que je dois évacuer. Par la suite, je vais m'occuper, évidemment, du social, des échanges et des interactions que vous avez dit. Parce qu'il y a des informations que nous trouvons, qui nous sont remontées par ces jeunes-là. Souvent, ces jeunes-là sont tapis dans une commune où il y a un problème d'eau. Ces jeunes sont tapis dans une commune où il y a un problème de classe, où ils se sont associés à vouloir construire la classe, mais il leur faut un périmètre, ou de pouvoir construire un terrain, mais il fallait approcher les maires ou l'AD pour pouvoir leur trouver juste la facilité. Nous interagissons avec ces jeunes et il y a des informations, même des informations vitales par rapport au pays que nous trouvons et nous échangeons avec les jeunes par rapport à ça. Donc c'est pour vous dire que, c'est pour vous assurer que ces jeunes-là avec lesquels on interagit, ce n'est pas forcément notre cercle d'amis, mais c'est des jeunes tout court. Et je suis fier aujourd'hui de savoir que la jeunesse nigérienne, elle est redevable à la patrie, elle est engagée pour la patrie, elle est patriote. Tout ce qu'elle demande, c'est être respectée. Nous avons une jeunesse disciplinée, organisée. Seulement, elle a besoin, bien sûr, elle fait face aux défis que je venais de vécu. Elle est consciente que notre pays, un jour, elle sera un pays
qui aura une face différente. Parce que la dynamique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est d'avoir un pays où la jeunesse se retrouve et trouve son compte, comme on dit. Monsieur le ministre, comme vous avez dit, tout à l'heure, je vous ai entendu dire que si nous avons peut-être effectué un sondage, comme on parle de cette jeunesse-là. Là, je peux vous assurer qu'on a mené une petite enquête au niveau justement de ces jeunes. Et ce que vous dites, c'est vrai, vous n'avez pas coupé avec votre milieu, en tant qu'ancien président du Conseil national de la jeunesse et tout le reste. Mais sauf qu'il y a un petit souci qui se passe, ça je vais vous le dire. Parce que concernant le Conseil national de la jeunesse, plusieurs jeunes s'interrogent sur le dépassement du mandat des instances dirigeantes actuelles. Cette situation avait déjà été observée, monsieur Boulay, sous le précédent régime et avait été fortement dénoncée par de nombreux acteurs de la jeunesse qui y voyaient une atteinte au principe de la gouvernance démocratique et du renouvellement des responsabilités. Alors, monsieur le ministre, comment justifier que cette situation se repose aujourd'hui dans un contexte de refondation des institutions et de la promotion de la bonne gouvernance au moment où vous êtes ministre de la Jeunesse? Merci beaucoup. Voilà, pour vous dire qu'on va vers ces jeunes pour vérifier cette chose. Je suis d'accord avec vous et ça ne me surprend pas. Et comme je vous l'avais dit, tout ce qu'on fait, on le fait dans la règle de l'art. On ne se précipite pas pour faire ou prendre des mesures juste pour les prendre pour le plaisir des X ou des Y. L'ancien Conseil national de l'agence sur l'autre, ça fait 10 ans. Le Conseil est resté 10 ans, monsieur le ministre, avant qu'on renouvelle et que vous venez à la tête de ce Conseil. Oui. Il faut se demander pourquoi ceux qui ont certainement, chez qui vous avez fait le sondage, vous aurez pu demander, vous êtes journaliste, vous aurez pu vous-même vous renseigner par rapport au processus au condamné. Quand le mandat du Conseil national actuel, le 8 décembre passé, était arrivé au terme, déjà nous avons engagé un diagnostic par rapport au texte du Conseil, par rapport aux orientations que nous voulons donner au Conseil, et surtout par rapport à la prise en charge de ces nouveaux paradigmes dans lesquels nous sommes, par rapport aussi à la réalité de la refondation. Nous alignons aussi dans le contexte de l'AES. Nous avons opéré ces diagnostics où nous avons demandé sur l'ensemble des territoires aux jeunes, en tout cas au niveau, il y a eu une rencontre à Tawa, en marge de la lutte, peut-être la RTN dans vos archives, vous l'aurez, où les jeunes se sont retrouvés à la ville de Tawa pour pouvoir faire participer à ce diagnostic, puisqu'il y a déjà un consultant qui a été pris pour pouvoir mener ce travail-là. Et les jeunes ont effectivement tout ce qu'ils ont comme aspiration, tout ce qu'ils ont comme vision par rapport au Conseil, parce que vous avez parlé d'un Conseil passé, il y a eu effectivement des incohérences, il y a eu des problèmes par rapport au texte, il y a eu des problèmes par rapport même au renouvellement, le Conseil qui nous a consacré. Vous pouvez demander au ministre Abdraman comment ils ont pu gérer ce renouvellement, parce que les textes même du Conseil sont anachroniques. C'est des textes qui sont en déphasage d'un article à un autre. Et ça ne favorise pas, surtout dans le contexte dans lequel nous sommes, ça ne favorise pas, en tout cas, une élection transparente, crédible pour un organe comme celui du CNJ. Par rapport au diagnostic, il faut, comme je l'ai dit, verser cette nouvelle dynamique dans laquelle nous sommes, verser les nouvelles aspirations des jeunes par rapport à la refondation, par rapport à tout. Et nous avons fait ce actuellement. Nous avons des ressources pour le renouvellement et nous avons mis en place une task force composée du Conseil, composée des cadres du ministère, composée d'autres acteurs qui sont dans la vie du Conseil pour pouvoir aller vers le renouvellement. Dans les perspectives que j'allais évoquer... Il y a un calendrier pour ce renouvellement? Non, pour le moment, il y a un diagnostic qui a été fait. Ce diagnostic va nous permettre au moins de comprendre les aspirations des jeunes, les aligner avec la vision de la refondation et surtout aller vers l'adoption d'un nouveau texte du CNJ, parce que comme vous le savez, les textes actuels du CNJ, c'est un décret. Et ce décret va être modifié pour prendre en compte ces aspirations et pouvoir avancer sur le renouvellement. Parce que le renouvellement, ce n'est pas la finalité. C'est ce qui va devenir le Conseil par la suite. Nous voulons avoir un Conseil, d'abord dirigé par des acteurs qui comprennent la dynamique de notre pays, des jeunes qu'on ne peut pas manipuler, qu'on ne peut pas utiliser à des fins que vous connaissez certainement, et qui comprennent la dynamique où les jeunes aujourd'hui sont plus de 70% de la population. Donc une force pour notre pays, pour sa transformation. Donc je peux vous assurer que le renouvellement du Conseil, ça va intervenir. Actuellement, les ressources pour ça sont disponibles.
Nous allons valider le diagnostic. On n'a pas toujours de date. Oui, bien sûr, je ne peux pas vous donner de date parce qu'il y a des étapes qu'il faut d'abord finir. D'accord. Et je peux vous dire, Inch'Allah, avant la fin de l'année, ou plus tard avant la fin de l'année, nous allons installer le conseil. Comme je vous l'avais dit, ce n'est pas l'installation du conseil la finalité ou le plus important, c'est qu'il y ait un conseil où il n'est pas contesté, il n'y a pas de problème par rapport aux acteurs. Et actuellement, ce qu'on a pris comme mesure est conforme au texte. Le texte actuel du Conseil prévoit à l'article 8, à l'article 22, il est dit que le Conseil, arrivé au terme de son mandat, le ministère peut prendre un arrêté pour mettre en place un comité provisoire qui sert de transition en attendant le renouvellement. Je suis d'accord avec les préoccupations des jeunes, mais nous, on fait les choses par étapes, de façon méthodique, de façon à ce que quand on finit ces processus, que ce soit un processus inclusif, accepté de tous. Monsieur le ministre, nous sommes dans un contexte où l'État est en train de mettre en place le cadre et tous les mécanismes utiles pour la mobilisation générale afin de faire face à toute agression ou tentative de déstabilisation de notre pays. Quel rôle joue votre département ministériel et la jeunesse dans la mobilisation générale et quel appel avez-vous à l'endroit des jeunes? Pour répondre à votre question, nous avons organisé une rencontre d'échange et de partage de la feuille de route de notre département ministériel qui a mobilisé les acteurs majeurs de notre secteur, c'est-à-dire les organisations de jeunesse, les organisations sportives et les organisations culturelles qui ont contribué de façon significative, en tout cas à l'enrichissement de notre feuille de route. Et chacun de ces acteurs, puisque ce sont des organisations qui ont pris part, et je peux vous assurer qu'il y a eu une forte mobilisation à l'occasion de cette rencontre, de tous les acteurs. Et tout le monde, franchement, est engagé dans la dynamique de la refondation, et surtout par rapport à la mobilisation générale. Nous avons mis en place un comité sectoriel pour pouvoir analyser les propositions qui sont ici de cette rencontre. Et nous sommes en train d'aller vers la finalisation de la feuille de route, je dirais, de notre plan d'action sectoriel. Conformément à l'article 8 de l'ordonnance du 26 décembre 2025, cet article 8 dispose que chaque ministère sectoriel doit élaborer un plan sectoriel qui va être versé au plan général, et nous allons vers le ministère de la Défense qui centralise tous les plans pour avoir un plan général pour la mobilisation générale. Au-delà des actions que nous avons organisées de cette rencontre, nous en tant que ministère, nous avons aussi des infrastructures que nous avons mis à disposition de tous les acteurs, de tous ceux qui veulent travailler ou mener des activités dans le cadre de cette mobilisation générale. C'est le cas, par exemple, des organisations de la société civile, des organisations de jeunesse qui organisent des meetings ou des rencontres au niveau du stade général Sékou-Kounché ou du palais du 29 juillet, mais aussi des infrastructures au niveau de concentré. Donc c'est pour dire que nous sommes mobilisés nous-mêmes. Nous avons des artistes, nous avons des sportifs très engagés. Et aujourd'hui, par rapport, je vous donne juste un exemple par rapport aux artistes, il y a les artistes qui sont engagés à organiser un concert par rapport à la mobilisation générale. Il y a d'autres aujourd'hui qui sont en train de produire des films qui vont retracer toutes les atrocités commises lors de la colonisation, mais aussi de la déstabilisation de notre pays, pour que notre population, ou les jeunes particulièrement, puissent avoir, en tout cas sur leurs écrans, des films produits par nos cinéastes dans le cadre de ce combat pour la sauvegarde de la patrie. Et aujourd'hui, au-delà de ces artistes, nous avons le Conseil national de la jeunesse et d'autres organisations de jeunesse qui ont organisé des meetings, puisque vous avez dit qu'est-ce que la jeunesse aussi Bien fait. sûr. Donc, le Conseil national de la jeunesse a organisé ce meeting, et plusieurs meetings qui ont été organisés à Niamey ou à l'intérieur du pays, ce sont des jeunes qui ont pris d'assaut, en tout cas qui ont battu les pavés pour montrer leur engagement, pour montrer qu'ils sont aussi engagés pour la refondation de notre pays. En réalité, cette dynamique de la refondation, notre jeunesse considère que c'est un acquis pour elle, parce que ce que le CNSP a fait, ce n'est pas pour le CNSP, c'est pour la jeunesse, parce que c'est pour l'avenir de notre pays. Les richesses de notre pays appartiennent à sa jeunesse, appartiennent bien sûr à ses citoyens, mais surtout à sa jeunesse et pour l'avenir de son pays. L'appel que j'ai lancé à la jeunesse nigérienne est de rester mobilisée
assurer la vie citoyenne et la défense de la patrie. Rien ne peut se faire sans la jeunesse. Et tout ce qu'on entend de faire, on le fait pour la jeunesse, par la jeunesse, surtout pour son avenir. Donc, elle est mobilisée, elle comprend la dynamique dans laquelle nous sommes. Quand vous parlez de production de films, vous parlez d'accompagner les artistes, les acteurs, tout le monde sait comment ça se passe, c'est les moyens. Est-ce que vous avez le moyen de votre politique? Et bien sûr, nous avons le Fonds national de développement des arts et de la culture. Nous avons aussi des ressources sectorielles qu'on mobilise. Nous avons aussi des ressources de l'État pour que ces activités se déroulent dans les meilleurs délais, dans les meilleures conditions, et tout le nécessaire sera fait pour que ces artistes-là puissent produire ces films, parce que c'est pour la postérité. C'est pour notre avenir. C'est pour que nous, notre génération, peut-être demain, ne sera pas là, mais une autre sera là. Mais elle va voir ces enregistrements-là, elle va voir ces films conçus et réalisés par nos artistes dont nous sommes assez fiers. Donc c'est pour dire que l'engagement de tous y est. Seulement, il faut que chacun puisse davantage se mobiliser pour cela. Je vous ai posé cette question, monsieur le ministre, parce que souvent, même si un artiste arrive à produire une fois pour la diffusion à la télévision nationale, il demande à ce qu'il soit payé ou bien il demande des fonds pour ça. C'est pour ça que je vous ai posé cette question pour demander est-ce qu'il y a des moyens pour l'accompagnement. Bon, à part, je pense que vous parlez peut-être de droit d'auteur. Ça, c'est peut-être dans un autre cadre. Je ne parle pas de droit d'auteur. Ok, donc vraiment, c'est pour dire qu'effectivement, je ne sais pas, je n'ai pas connaissance de ces cas précis, mais si un artiste est en droit de demander, de réclamer de ses ressources, c'est son droit, et il faut le payer son droit. Et je ne pense pas que dans les cas précis où je parle, parce qu'il s'agit, on parle de la mobilisation générale, on parle du cadre de la mobilisation générale. Dans les cas précis de la mobilisation générale, nous avons d'abord, je vous le rappelle, un centre national de la cinématographie. C'est dans le cadre de la mobilisation qu'on mobilise aussi nos structures attachées, nos établissements publics comme le CNCN, qui peut, bien sûr, avec les artistes qui sont membres, qui sont dedans. Nous avons d'ailleurs, au passage, actuellement, les réseaux des cinéastes où le Niger fait partie de la confédération des cinéastes de l'AES. C'est pour dire que nos cinéastes sont au rendez-vous de la refondation, sont au rendez-vous de tous les engagements au niveau de la confédération, mais aussi au niveau de notre pays. La question des ressources ne doit pas être dans le cadre de l'engagement pour la patrie, ne doit pas être vraiment une question primordiale. Parce qu'il faut d'abord sauvegarder la patrie pour exister, pour être artiste, pour être musicien, pour être journaliste, pour être ministre. Si la patrie n'existe pas, je ne pense pas qu'on puisse parler d'un secteur ou bien d'un domaine. Bon, maintenant, si dans le cadre de leur activité privée, ils réclament des droits, c'est normal. Et nous sommes là pour aussi défendre leurs droits. Et nous allons aussi les mettre dans leurs droits. C'est comme ça et on doit le faire. Votre ministère, monsieur, a organisé un dialogue intergénérationnel. Quel résultat avez-vous obtenu de cette rencontre? Le dialogue intergénérationnel, c'est le second point de ma lettre de mission à moi confiée par son Excellence le gendarme Abdraman Chani. Et dans le cadre de la mise en œuvre de cette lettre de mission, nous avons organisé les 30 et 31 décembre 2025 le dialogue intergénérationnel qui a mobilisé les anciens présidents de la République, les anciens chefs d'État, les anciens présidents de l'Assemblée, les anciens premiers ministres, et les anciens médiateurs de la République, les chefs traditionnels, notamment les sultans, les chefs de groupement, les chefs de canton. Les jeunes sont venus en nombre important à ce dialogue intergénérationnel. Et tout... Il y en avait eu combien? 2000 jeunes. 2000 jeunes. Parce que nous l'avons organisé sous la présence de son Excellence Ali Mohamed Lamine, Premier ministre. Il y a eu des jeunes qui n'ont même pas eu de place. C'est pour dire que ce dialogue intergénérationnel a vraiment atteint tous ses objectifs, parce que pour nous, il est important que ces jeunes puissent discuter avec les aînés, puissent aussi les jeunes discuter avec les jeunes pour pouvoir comprendre d'où ce que nous venons. Comprendre, partager aussi la sagesse des aînés et partager aussi les connaissances technologiques, par exemple, des jeunes avec ces aînés-là. Ces aînés aussi, ces personnes sages, ont vécu, ont géré ces pays. Ils ont l'expérience. Ils ont aussi, quelque part, trébuché, je dirais échoué pour certains, à certaines occasions. Donc, en partageant cette expérience avec les jeunes, ça permet aux jeunes de ne pas tomber dans les mêmes travers, de ne pas avoir les mêmes problèmes et surtout de pouvoir se fixer sur les objectifs de la refondation. Parce que si le président de la République a inscrit le dialogue intergénérationnel dans notre lettre de mission, c'est parce qu'il y a une nécessité à ce que nos valeurs traditionnelles
incarné par la chefferie traditionnelle, par nos leaders religieux qui ont pris part massivement à ce dialogue-là, puisse être partagé avec les jeunes. Et que les jeunes aussi ont, bien sûr, des choses à partager avec les jeunes. Donc il y a eu vraiment des échanges, des compréhensions mutuelles entre les générations, des partages des valeurs. Il y a eu des panels où les chefs traditionnels, le sultan par exemple de Zander, le gouverneur de Difa, et bien d'autres panels avec les ministres ont été animés pour pouvoir sensibiliser les jeunes sur aujourd'hui les devenirs, l'avenir de notre pays, mais aussi sur ce qui s'est passé par le passé qu'il faut comprendre, qu'il faut internaliser pour pouvoir compter, assurer ou en tout cas assurer l'avenir de notre génération et de la jeunesse de façon générale. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est que le dialogue intergénérationnel, on a organisé effectivement la rencontre de Niamey, qui a effectivement mobilisé tous ces acteurs-là. Il y a eu aussi des rencontres régionales, où au niveau déjà de la région de Dosso, ils ont organisé des rencontres de dialogue intergénérationnel au niveau régional, et qui a vu la participation de l'honorable sultan de Dosso, qui a animé des panels, et des préfets qui ont partagé leur expérience avec les jeunes. Pour nous, il est important que les jeunes s'asseyent avec les aînés, partager, et parler de notre pays, parler de nos valeurs, parler des valeurs qui sont les nôtres, qui ne sont pas malheureusement ce que nous voyons sur nos écrans. Oui. Il faut... Qu'est-ce qui est ressorti concrètement de ce dialogue intergénérationnel? Qu'est-ce qui est sorti concrètement? Nous, on veut comprendre le résultat concret de ce qui a été fait, parce qu'on a suivi cette rencontre, mais maintenant, puisque vous êtes ministre de la Jeunesse, sans doute vous avez eu le retour de tout ce qui a été, peut-être même il y a eu un rapport qui a été élaboré. Concrètement, qu'est-ce qui est ressorti de ce dialogue intergénérationnel? Ce dialogue intergénérationnel a permis de renforcer la compréhension mutuelle entre les générations et transmettre les valeurs. Parce qu'on a besoin de ces valeurs-là, on a besoin de comprendre d'où est-ce que nous venons. Et c'est avec les aînés, avec des gens qui ont géré ce pays, avec des gens aussi qui ont peut-être servi dans la chefferie, dans la communauté, qui sont les détenteurs de nos valeurs sociales. On ne peut pas construire notre pays dans la fracture. On ne peut pas construire notre pays en considérant qu'un aîné n'a pas sa place à tel poste ou à tel niveau. Ou bien un jeune ne doit pas être à tel niveau parce qu'il n'a pas l'âge requis, ou bien il lui faut tel âge, ou bien il n'a pas la maturité. Donc pour nous, il faut s'asseoir, discuter. Discuter aussi, ce qui est très ressorti, très important dans ce dialogue-là, c'est qu'il y a eu vraiment des stéréotypes, des préjugés sur les aînés. C'est des personnes, il faut le dire, qui ont participé même à ce dialogue, qui ont pris part à ce dialogue. Donc où il y a eu vraiment des dialogues directs, francs, entre les chefs. Toutes les questions ont été posées. Toutes les questions ont été posées et les à gens ces ont aînés. apporté leurs réponses. Et les gens ont apporté des réponses parce qu'ils n'ont rien à se cacher. Et il y a eu peut-être des préjugés, il y a eu des considérations, des narratifs, mais qui ont été déconstruits. Il y a eu effectivement une certaine cohésion, cohésion sociale qui a été retrouvée. Les discussions ont permis aux jeunes de comprendre à un moment donné qu'est-ce qui s'est passé véritablement. Par exemple à la conférence nationale, et après la conférence nationale, pendant l'instauration du PASS, programme d'assistance structurel. Donc c'est pour dire qu'il y a eu vraiment toutes les discussions qu'il faut, avec assurance, avec conviction que c'est elle demain qui va être à la place de ces mêmes gens qu'elle a jugés, de ces mêmes personnes sur lesquelles elle a porté certains discours, peut-être par erreur ou bien par méconnaissance des réalités du pouvoir. Tout à l'heure, vous avez parlé de ma gestion en tant que président du Conseil et de ma fonction en tant que ministre. Je peux vous assurer qu'il y a un grand fossé. Donc c'est pour dire qu'il y a ceux qui ont géré ce pays. Ces gens-là, ces jeunes ont discuté avec eux. Ils ont dit, telle erreur, nous l'avons commise parce qu'on était avec tel ou tel autre groupe. Nous avons organisé tel regroupement. Mais vraiment, il y a eu des discussions ouvertes. À vous entendre, monsieur le ministre, l'objectif est atteint. Pour nous, l'objectif, c'est un processus. Il est atteint pour cette phase. Mais c'est un processus déconcentré. Nous avons déjà organisé la rencontre nationale. Non, la rencontre nationale qui a donné le déclic pour que ce dialogue puisse se poursuivre au niveau des régions. Et voilà, la région de Dosso et toutes les régions ont pris l'engagement, puisqu'on a invité tous les gouverneurs, toutes les régions ont pris l'engagement de pouvoir organiser leur dialogue régional. Dosso, par exemple, a organisé son dialogue en marge de la célébration de la journée de la Concorde. Les jeunes aussi ont organisé, le ministère avec la HACP ont organisé un dialogue intergénérationnel au niveau de ces départements. Comme vous le savez, c'est la journée de la Concorde. Il fallait relater aux jeunes comment on est arrivé à prendre les armes.
comment on est arrivé à attaquer son pays, comment on a pu quand même, à l'époque, pour telle ou telle autre raison, poser tel ou tel acte. Et en dehors de Dosso, DIFA, bientôt, en train d'organiser, Tillabéri aussi, le conseil régional de Tillabéri, de la jeunesse, avec certainement le gouverneur, sont à pied d'œuvre pour pouvoir organiser ces dialogues. Il est important pour notre pays parce qu'il faut qu'on ait vraiment un dialogue entre les générations. Il n'y a pas de conflit entre les générations. Vous insistez beaucoup sur l'importance, monsieur le ministre. Est-ce à dire que ce dialogue au niveau national sera pérennisé, peut-être organisé régulièrement, chaque année ou chaque 2 ans, je ne sais pas? Bien sûr, nous sommes en train de pérenniser ces dialogues. Les dialogues intergénérationnels pour couper court à certains débats que nous voyons ça et là, c'est vraiment quelque chose qui existait avant. Nous connaissons l'arbre à palabre dans nos villages, où les jeunes, après une récolte ou bien après une saison, se retrouvent avec les aînés autour d'un arbre pour discuter du problème du village, pour discuter du problème de la communauté, pour discuter du problème de l'eau, pour discuter du problème de la sécheresse. En fait, c'est une sorte de débat instauré entre les gens qui ont une même préoccupation, qui la partagent. C'est vrai qu'ils ne sont pas de la même génération. Tout souvent, on invite les femmes, pas certainement à côte avec les hommes, mais de côté, pour pouvoir discuter de notre problème, tout simplement. Et de façon responsable, de façon respectueuse. Parce qu'aujourd'hui, nous avons reçu une éducation qui ne nous permet pas, par exemple, d'élever la voix sur nos aînés. C'est une valeur sûre que nous gardons jalousement parce que les aînés, c'est notre bibliothèque et chaque matin, nous puissions en tout cas de ces valeurs-là pour alimenter, pour avoir une jeunesse, asseoir une jeunesse responsable. Donc chaque année, on va organiser chaque année, si les ressources les permettent, on va organiser ces dialogues. Mais il faut savoir que le plus important pour nous, ce n'est pas d'organiser le dialogue animé, mais d'organiser le dialogue dans les autres régions et surtout de décentraliser, si je peux l'appeler ainsi, ou de concentrer ce dialogue pour que même au sein des villages ou au sein des communautés, qu'on instaure ces dialogues intergénérationnels. Qu'est-ce qu'on peut retenir peut-être au cours de ce dialogue de la question de la refondation? Qu'est-ce que les gens ont dit? Parce que je suis convaincu que si ce sujet sans doute a été discuté. Qu'est-ce qui a été retenu? Qu'est-ce que les gens ont dit? Ce que les gens ont dit de la refondation, voilà. C'est... La refondation, c'est aujourd'hui, c'est notre programme à tous. C'est notre vision à tous. Okay. C'est ce qu'on doit tous avoir comme boussole, qui va nous permettre de déboucher sur un Niger nouveau, parce que la refondation, c'est avoir un nouveau visage, avoir un Niger nouveau, où les jeunes, les aînés, dans le cadre du dialogue, bien sûr, discutent de façon, en tout cas, responsable avec leurs aînés. Mais aussi, la refondation voudrait à ce que notre pays a connu des pratiques par le passé. Il faut rompre avec ces pratiques et avoir comme boussole les intérêts de notre pays. Aujourd'hui, on nous a montré en tout cas la voie à travers les dirigeants que nous avons aujourd'hui, qui n'ont seule boussole qui est les intérêts supérieurs de notre nation, dans toutes les discussions et dans tout ce qu'il y a comme cadre sur lesquels on discute, on parle des intérêts de notre pays. Tous les dialogues, ou toutes les discussions, ou tous les échanges qu'on a eu autour du président, il nous martèle qu'il faut mettre devant les intérêts de notre pays et être pragmatique. Il faut être pragmatique parce que nous avons beaucoup de priorités. Tout à l'heure, vous avez parlé de la sécurité, vous avez parlé du problème, on a parlé aussi de l'emploi. Tout est prioritaire. Donc, il faut savoir être pragmatique pour pouvoir aborder nos intérêts avec un certain patriotisme pour ne pas se brader nos ressources, par exemple, ou bien ne pas attendre que d'autres viennent construire notre pays. Alors, monsieur le ministre, comment se porte le sport nigérien en général et surtout, comment expliquer que le Niger brille dans des disciplines sportives comme le taekwondo, le judo, la boxe et moins dans le football qui semble pourtant bénéficier d'une attention particulière à tous les niveaux, y compris au niveau du gouvernement? D'accord, merci beaucoup. De manière générale, notre sport se porte assez bien. Je dirais, nous sommes à 208 médailles remportées en 2025, toutes disciplines confondues, contre 84 en 2024. Sauf le football. Donc c'est pour dire que notre sport, de façon générale, se porte bien. Je vais revenir pour le cas du football, si vous le permettez. Il faut noter une montée en puissance dans notre sport.
récemment seulement, nous avons coup sur coup remporté 8 médailles d'or au championnat d'Afrique de taekwondo qui s'est passé au Mali. Et au Ghana, nous avons eu un champion à l'athlétisme. Donc, cette situation est la résultante des performances de nos athlètes au niveau de la scène internationale, mais aussi au niveau de notre pays. Par exemple, pour parler du football, les MENA n'est plus astreint à passer par les préliminaires. Par exemple, grâce à ces performances, les MENA n'est plus astreint à passer par les préliminaires pour pouvoir participer aux compétitions telles que la Coupe d'Afrique ou bien les qualificatifs de la Coupe d'Afrique ou de la Coupe du Monde. Donc pour nous, j'ai déjà une phase franchie. Dans certaines disciplines, notre pays se positionne parmi les meilleures nations africaines. Par exemple, c'est le cas des taekwondo, des judo, des karaté. Et nous sommes aussi qualifiés au plan mondial dans les disciplines telles que le sport pétanque. Le sport pétanque, nous sommes qualifiés aussi au championnat du monde de Maracana, qualifiés aussi au championnat du monde en scrim, il y a quelques jours de cela, dans la catégorie junior. Nos responsables des fédérations jouissent de la confiance de leurs pairs, ce qui leur permet aujourd'hui de briguer, sinon de diriger certaines fédérations, certaines organisations sportives internationales, telles que si je prends l'exemple du président du COSNI, qui est actuellement qui est le président de l'Union africaine de taekwondo. Et son siège est à Niamey. Donc il y a aussi le cas du colonel-major Pelé, qui est conseiller à la FIFA. Donc il y a aussi le président actuellement de la FENIFOOT actuelle, Issaka, qui est vice-président de l'UEFOA. Et il y a le secrétaire général du COSNI, Badr, qui est membre du conseil d'administration africaine de volleyball. Tous ces résultats obtenus que je viens d'énumérer sont obtenus grâce à un mécanisme d'accompagnement mis en place par l'État. Outre les subventions habituelles que nous accordons aux fédérations, il a été institué le Fonds national de développement du sport, qui a été créé pour avoir des ressources additionnelles afin de prendre en charge notre sport. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier en tout cas la dynamique qui est en train de se construire autour de notre sport, notamment en ce qui concerne les sports de façon générale, en ce qui concerne toutes les disciplines sportives. Donc les COSNI et l'ensemble des fédérations sont à féliciter pour les efforts qu'ils sont en train de fournir. Pour revenir à votre question, par rapport au football, il faut reconnaître que nous sommes en train de faire face à des difficultés liées d'abord à notre stade, liées aussi à des ressources certainement allouées. Et nous sommes en train de mobiliser ces ressources pour pouvoir accompagner notre sport football et pour engranger des résultats. Mais il ne faut pas aussi oublier que peut-être vous avez oublié dans les années passées, il vous souviendra que le MENA a remporté beaucoup de résultats qui ont fait l'honneur à notre pays. Par le passé, nous avons participé à des Coupes d'Afrique des Nations. Il faut se rappeler par 2 fois. Par rapport aux résultats, il faut se rappeler par 2 fois. Nous avons été qualifiés à la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Et après la qualification et après au niveau de la compétition, on occupait quel stade de la compétition, par exemple? Parce que c'est ça que les gens retiennent. Tout à fait. Qu'on soit qualifié, c'est une bonne chose. Et le résultat concret, c'est qu'à partir de cette qualification, qu'est-ce qui a été fait? On a occupé quelle place? On a dépassé le premier tour, le second tour, ou qu'est-ce qui s'est passé? On aimerait comprendre. Mais bien sûr, actuellement, si j'ai fait référence aux dernières compétitions qu'il y a eu, dans le cas en 2025 seulement, en tant que meilleur deuxième, nous étions à 2 doigts d'être qualifiés à la Coupe du Monde. D'accord. Malheureusement, au dernier moment, ils ont changé de règlement. Au dernier moment, nous n'avons pas pu participer. Et en Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, notre pays a raté la qualification d'un seul point. Ouais. Ce qui peut justifier, je dirais, c'est vrai, il faut peut-être fournir encore d'efforts. C'est que nous avons, si ces matchs que nous jouons, nous les jouons chez nous, avec l'avantage que nous avons notre stade, avec nos supporters, je suis sûr que nous allons participer au moins à la Coupe d'Afrique des Nations,
cette Coupe d'Afrique qui se passe actuellement parce que nous l'avons raté d'un point. Les gens disent que le football, c'est beaucoup de moyens et peu de résultats, contrairement aux autres disciplines. Oui. Ah oui, mais beaucoup de moyens et peu de résultats pour le football. Je suis d'accord, mais je viens d'évoquer quand même des résultats probants que notre football a engrangé. Nous avons raté des justesses de participer ou d'être qualifiés à la Coupe du Monde. Nous avons raté des justesses d'un point, je voulais préciser, de participer aussi, ou bien d'être qualifié. Est-ce qu'il n'y a pas une régression, monsieur le ministre? Est-ce qu'il n'y a pas une régression de la prestation du MENA? Parce que le MENA a certes raté, mais la CAN aussi, on est passé de 16 équipes à 24 équipes. Je suis d'accord. Mais tout de même, il faut savoir qu'il y a eu des efforts qui sont fournis. Il faut reconnaître que nous sommes en train de faire face à des difficultés liées, comme je l'ai dit tout à l'heure, à nos infrastructures. Si nous jouons chez nous, c'est un avantage pour nous. Mais nous n'avons pas joué chez nous. Ça fait pratiquement 3 à 4 ans ou plus. Donc c'est ça, pour nous, le grand ça problème, peut justifier ce manque de performance. Mais nous sommes en train de travailler à pouvoir arriver. Vous savez, le football, ça demande beaucoup d'investissement. Un seul déplacement de MENA peut nous coûter plus de 100 millions. Oui, mais monsieur le ministre, par rapport au fonds, il y a les fonds d'appui, il y a la CAF qui appuie, il y a la FIFA qui appuie. Comme ce n'est pas uniquement l'État qui finance de manière unilatérale, monsieur le ministre. Je suis d'accord. Et l'autre facteur aussi, monsieur le ministre, permettez-moi de poser cette question au niveau du MENA, il manque de visibilité. Le MENA est en déplacement, personne ne sait ce qui se passe. Le MENA qui ne bouge plus avec les médias, c'est à peine un photographe ou un community manager et puis c'est fini, on n'en a plus. Le récent déplacement du MENA, il n'y avait pas d'équipe de communication derrière, en tout cas pas de médias, personne. Par rapport au déplacement, je suis surpris d'apprendre que nous ne sommes pas partis avec des journalistes, mais ce sont des choses qui arrivent, c'est des erreurs qu'on peut commettre, qu'on peut rattraper. Mais il faut reconnaître qu'il y a une équipe actuellement, dirigeante de la FENIFOOT, qui est en train de vouloir, en tout cas, améliorer notre performance. J'ai eu la chance d'effectuer certains déplacements avec notre équipe, avec les dirigeants. J'ai vu comment, en tout cas, cette équipe est engagée à pouvoir relever les défis de notre participation à toutes les instances, en tout cas à tous les rendez-vous africains ou bien à tous les rendez-vous au niveau des instances mondiales du football. Et continuer aussi, les citoyens, notre peuple doit continuer à soutenir notre MENA national, notre équipe, mais savoir que le football a besoin de beaucoup d'investissements. Et on est en train de mobiliser ces ressources. Nous avons un centre technique qui forme une pépinière des jeunes qui vont assurer certainement la relève dans les années à venir pour que nous ayons encore une équipe qui peut forcément nous amener au rendez-vous que vous désirez, que notre peuple attend. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire concrètement les dispositions prises par votre ministère pour ramener le stade général Seyni Kounché aux normes internationales? Et là, je l'ai précisé tout à l'heure, c'est vraiment la question qui fâche, parce que les citoyens veulent vraiment comprendre comment on est arrivé à cette situation. Aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, on ne peut plus utiliser le stade général Seyni Kounché. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci beaucoup pour cette question qui m'a été tous les matins posée. S'il y a une préoccupation avec laquelle je dors et je me réveille, c'est la rénovation du stade général Seyni Kounché. Le stade général Seyni Kounché n'est pas pour nous seulement une infrastructure sportive, c'est un outil de souveraineté. Parce que c'est notre principal stade. C'est là où toutes les compétitions internationales et nationales d'envergure se passent. Et nous sommes en train de travailler pour pouvoir régler cette question, cette préoccupation de façon définitive. Donc dans le cadre de la résolution de cette préoccupation, plusieurs entreprises expertes de réhabilitation et de rénovation sont passées évaluer les besoins pour enfin produire des offres. Nous avons précisément actuellement 3 offres sur lesquelles nous sommes en train de pencher pour pouvoir prendre une et avancer. C'est quoi il faut faire concrètement par rapport à ce stade? Parce que ce que on nous a rapporté, monsieur le ministre, c'est parce qu'il y a quelques années, les gens ont vendu des espaces tout autour de ce stade. Il y a eu des constructions tout autour de ce qui n'est pas réglementaire. Est-ce vrai ou faux? Non, d'abord, la question... Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ce stade? Ce qui s'est passé par rapport à ce stade, en fait, la préoccupation se résume essentiellement à la modernisation des installations, le renforcement de la sécurité et du confort des sièges, le développement des infrastructures médias telles que la VAR, et respecter les standards environnementaux. Et ça n'a rien à voir, en tout cas, avec
les bâtiments qu'on a construits partout, pratiquement tous les côtés, on a construit des bâtiments de commerce pour certains. Il y a des bâtiments, il y a une prise en charge par rapport à ces bâtiments. Pour les bâtiments, certainement, dont vous faites allusion, il a été reversé dans le domaine public à travers un décret. Donc pour nous, il va être récupéré sûrement pour d'autres usages d'utilité publique. La question de ces infrastructures qui sont autour, que nous sommes en train de prendre en charge, Inch'Allah, pour pouvoir régler définitivement même leur existence autour de ce stade-là. Dans les mois à venir, je dirais, nous allons effectivement recevoir ces techniciens, puisque nous allons pencher sur une offre et l'évaluer. Il y a eu une annonce auparavant, non, avec nos partenaires chinois qui... Oui, par rapport... ont promis pour cette rénovation, je ne sais pas où est-ce qu'on en est par rapport à ça. Oui, par rapport aussi, il y a eu effectivement des promesses, comme vous l'avez souligné, de la part de nos partenaires chinois. Ces offres sont encore... Ça ne tient plus. Bon, je ne dirais pas que ça ne tient plus, mais pour le moment, elles ne sont pas concrétisées. Je dirais 2022, il y a eu effectivement des annonces par rapport au soutien. Mais le stade de Janssen Konché, notre stade, c'est notre infrastructure principale. Nous allons la financer si c'est nécessaire sur nos fonds propres. Si c'est nécessaire, nous allons en tout cas utiliser tous les moyens possibles pour la réaliser, qu'elle soit faite avec les Chinois ou pas. En tout cas, nous sommes déterminés à pouvoir concrétiser les rêves de beaucoup de jeunes, beaucoup de Nigériens, de pouvoir en tout cas supporter leur équipe nationale sur son stade. En dehors de ces stades, nous avons aussi des infrastructures que nous sommes en train de réaliser. Dans l'inscription budgétaire de cette année au niveau du Fonds national de développement du sport, nous comptons réaliser d'ici la fin de l'année ou d'ici le début de la prochaine année. En tout cas, au plus tard, d'ici la fin de l'année, on va démarrer au moins la construction des 62 terrains de proximité sur l'ensemble des régions du pays. Certainement, ça va aller. Terrains de football. Des terrains de football d'abord, ensuite quelques terrains omnisport. Parce qu'il y a un besoin, en tout cas, par rapport au football, mais par rapport aussi à d'autres disciplines. Vous avez vu déjà l'inauguration du centre omnisport de la francophonie qui fait notre fierté aujourd'hui, dont en tout cas la cérémonie a été présidée par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Et nous avons aussi décidé désormais d'investir sur les infrastructures. Parce qu'il est bien de pouvoir participer, il est important de pouvoir participer à toutes les compétitions internationales, sur la scène internationale. Mais il faut que nous disposions des infrastructures de proximité qui puissent permettre aux jeunes, à des pépinières de jeunes de pouvoir quand même organiser ou mener des activités de loisirs, parce que c'est un droit pour ces jeunes-là, mais aussi pour pouvoir recueillir, avoir des jeunes, des talents qu'on peut quand même verser dans nos centres ou bien... Surtout que le Niger est aussi un pays pilote de la phase FIFA Football. Effectivement, comme vous l'avez dit, M. Abari, le Niger est un pays qui a été désigné parmi les 2 pays en Afrique pour expérimenter la phase de programme de Football for Schools, qui est un programme ambitieux d'inscription ou bien d'apprentissage du football déjà au niveau du niveau primaire, au niveau en tout cas de nos établissements. Et je salue au passage la convention que nous avons signée avec la FIFA, avec la FENIFOOT. Je salue au passage l'engagement du ministère, de la ministre en charge de l'éducation, qui avec elle nous avons pu signer le 26 juin passé au Maroc avec la FIFA, la FENIFOOT, cette convention qui nous accompagne, la FIFA nous accompagne. Nous sommes d'ailleurs le premier pays, nous sommes 2 pays en Afrique, c'est vrai, mais nous sommes le premier pays à commencer déjà les activités. Nous avons formé des enseignants, des maîtres de PS pour pouvoir aider les jeunes ou encadrer les jeunes. Et dans les années à venir, vous savez, le football aussi, comme je vous l'avais dit, c'est un investissement, non investissement. Nous allons, dans les années à venir, sûrement avoir en tout cas des équipes de très grand niveau, parce que déjà on a des pépinières qui nous permettront d'avoir plusieurs équipes, si je peux l'appeler ainsi, qui puissent représenter, bien sûr, comme le MENA fait, qui puissent, comme MENA le fait aujourd'hui, représenter notre pays. Donc, c'est pour dire qu'il y a un investissement qui est en train d'être fait sur nos infrastructures, sur nos athlètes et surtout sur l'ensemble des disciplines sans exclusivité. Monsieur le ministre, par rapport à l'lutte traditionnelle, vous avez mis en place un comité de révision des textes. Qu'en est-il et que faites-vous en général pour renforcer ce sport roi au Niger? Nous avons mis en place un comité de la relecture du Code Kokoa après la 46e édition du COA, qui actuellement est à pied d'œuvre
bientôt le code sera disponible et nous allons le soumettre bien sûr aux autorités aussi pour pouvoir avoir un code qui prend en compte toutes les préoccupations, qui prend en compte tout le monde, en tout cas la vie de plusieurs techniciens. C'est un comité composé de femmes et des hommes très rompus à la tâche par rapport à Cocoa qui ont depuis la création de Cocoa, en tout cas, ils se sont investis dedans. Et ces codes vont nous permettre en tout cas de corriger certaines insuffisances que nous avons remarquées dans les éditions précédentes, mais surtout de pouvoir prendre en compte certaines préoccupations qui ont été soulevées à l'occasion des éditions passées. Dans les jours à venir, puisque la semaine prochaine, en principe, le comité va arriver au terme du délai qui lui a été accordé pour rédiger le code et l'actualiser. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire en général pour renforcer Cocoa? Cocoa, c'est notre sport et nous avons reçu des instructions fermes après la 46e édition de pouvoir organiser des compétitions, en tout cas de façon permanente, à tous les niveaux. C'est vraiment un sport nigérien, authentiquement nigérien. La lutte traditionnelle Cocoa, Inch'Allah, sera inscrite dans notre patrimoine culturel national. Mieux, nous avons instruit la FENULUT, la fédération délégatrice, pour organiser des compétitions à tous les niveaux et de façon permanente. Nous avons des arènes, vous avez vu l'arène de Tawa, l'investissement qui a été fait par l'État sur cette arène, et celle des Anders bien sûr, et celle de Dossé aussi, et toutes les autres arènes, il y a eu des investissements qu'on doit rentabiliser. Parce qu'il doit y avoir des compétitions permanentes dans ces arènes-là. Pour que aussi nos lutteurs, surtout nos champions, ne soient pas vraiment des champions annuels. C'est-à-dire que ça soit seulement, il faut une année pour que les compétitions s'organisent annuellement. Pour nous, il faut que nos arènes soient animées de façon permanente. Déjà, après la Coupe nationale, il y a la Coupe du Président de la République, il y a la Coupe du ministre. Est-ce qu'on va ramener la lutte à ces règles authentiques ou bien on va continuer de voir les textes où il y a beaucoup de réclamations, des champions qui sont même des champions par réclamation, des arrêts incessants? Est-ce qu'on va revenir vraiment au texte authentique? Mais bien sûr, en fait, l'objectif pour lequel on a mis en place ces comités, c'est pour pouvoir prendre en charge toutes ces préoccupations dont vous parlez, tout ce qui a été... Parce qu'en réalité, nous avons mené un sondage à travers des investigations pour pouvoir recueillir au maximum l'avis des animateurs, des amateurs, mais aussi de tout ce qui est acteur qui est dans l'écosystème de la lutte traditionnelle pour pouvoir donner à la lutte traditionnelle ses valeurs. Mieux, nous sommes en train d'évoluer vers les statuts même de la lutte. Je vous informe désormais que nous sommes en train d'aller vers l'institutionnalisation de la lutte. Parce que la lutte, jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas un statut officiel. Donc il n'y a pas un texte qui institue, un décret ou un texte qui institue pendant toutes ces années. Pendant toutes ces années. Donc il n'est jamais tard pour bien faire. On est en train de prendre des mesures pour que ça soit institué. Et aujourd'hui, ce qui fait notre fierté, c'est que même dans les villages les plus éloignés, on organise des compétitions de Cocoa. Donc c'est vraiment un sport national. Tout à l'heure, il y a un projet, vous l'avez évoqué, hein, le projet Cocoa. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ce projet Cocoa très moderne, hein, qui a été quand même confectionné par un de nos compatriotes, Dr Seriba. Moi, j'ai eu l'occasion de voir ce projet et il l'a présenté à beaucoup de personnes. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion. Et ce projet, si on arrive à mettre ça en application, ça règle le problème de la rentabilité des arènes, parce qu'on ne peut pas attendre un championnat pour pouvoir faire des activités au niveau de ces arènes. Ça prend en compte l'ensemble des préoccupations aujourd'hui de la lutte. Et pourquoi ce projet n'arrive pas toujours à avancer? C'est un Nigérien qui l'a fait, ce n'est pas un étranger qui l'a fait, c'est un Nigérien. Qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup, Abdoulaye Tchemogo. J'ai eu la chance, en tout cas, de recevoir l'équipe de Global Event, voilà. En fait, cas de Global Event, avec le docteur Seriba, qui est un acteur connu, bien sûr, dans le monde du sport, qui a fait ses preuves au Niger comme à l'international, avec aussi une très belle équipe. Qui a réussi. Le 5e jeu de la francophonie. Le 5e jeu de la francophonie qui a réussi à organiser ça. Donc c'est pour dire qu'effectivement, nous avons vu cette belle équipe des Nigériens. Je dirais des Nigériens qui ont servi notre administration, que ce soit au Niger ou même à l'étranger, qui ont servi aussi ailleurs, qui ont réfléchi par rapport à un sport qui est vraiment national. Voilà. Et ce sport aujourd'hui est en train de mobiliser et en train de créer un engouement, en tout cas véritable, à l'ensemble des pays. Ils m'ont présenté en tout cas ce projet ambitieux qui d'ailleurs
nous allons travailler avec eux à pouvoir les réaliser très bientôt. Et pour la première fois, en tout cas, je vois des Nigériens dévoués à pouvoir trouver un mécanisme, ils ont appelé ça Cocoa Eco-Arène, qui ils ont mené une étude, ils ont questionné, interrogé beaucoup d'acteurs, beaucoup de Nigériens, des personnalités, ils ont été reçus même par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Tout à fait. Donc c'est pour dire qu'il y a même beaucoup d'acteurs institutionnels qui ont été associés et qui ont beaucoup apprécié ce projet. Ouais. Je peux vous assurer que nous sommes engagés, j'ai instruit. Et malgré tout, ça n'avance pas. Nous avons instruit pour que dans les semaines à venir, on puisse trouver un cadre conventionnel qui va nous permettre de mettre en œuvre ce projet, puisque ça va être, on va avoir une mise en place progressive de cette initiative-là. C'est-à-dire on va commencer par Niamey, Zander et Tawa. Donc pour une phase expérimentale, c'est quelque chose, je pense, qui va nous permettre de former nos éditeurs, d'avoir une pépinière qui va quand même être en compétition permanente dans ces arènes. On ne peut pas aussi laisser nos arènes, il faut presque une décennie pour encore faire un tour dans ces arènes-là. Voilà. Je pense qu'il faut que ces arènes soient animées de façon permanente. Nous avons cette initiative, nous allons la saisir, nous allons la mettre en œuvre. Donc tout ce que nous allons faire, nous, c'est d'accompagner à réaliser ces projets. Nous, d'ailleurs, qui nous facilitent la tâche dans le cadre de la mise en œuvre de notre vision et surtout de la vision du président de la République, de pouvoir donner à la lutte toutes ces lettres de noblesse. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette initiative. D'ailleurs, je salue vos contributions. Je vous ai vu parmi les personnes qui ont été associées au projet. Donc vraiment, il y a eu des experts, il y a eu une sommité et qui ont des personnes, vraiment des personnalités qui ont été associées à cette belle œuvre que, Inch'Allah, nous allons mettre en œuvre. Aujourd'hui, sur ce plateau, vous pouvez donner la garantie que ce projet verra le jour. Vous savez, moi, je ne sais pas prendre des engagements sur un coup sur coup. Mais je pense que c'est quelque chose dont on n'a pas besoin de prendre des engagements. C'est une réalité, c'est tangible. On a besoin de ça. C'est quelque chose qu'on attendait et on nous a offert ça sur un plateau d'or. Nous allons le saisir avec des Nigériens qui ont servi leur patrie avec conviction, qui ont servi leur patrie et qui sont à la retraite. Ils ont tout donné à leur pays et c'est à nous aujourd'hui, en tant que jeunes, de capitaliser ce qu'ils ont fait et de le mettre en œuvre, en tout cas au profit de notre sport Cocoa. Dans ce contexte de refondation, Monsieur le ministre, que faites-vous pour promouvoir la culture nigérienne dans tous ses aspects? Merci beaucoup. Je rappelle que c'est surtout au réaménagement technique du gouvernement du 26 janvier 2026 que notre ministère en charge de la jeunesse de sport à l'époque a été élargi au volet de la culture. C'est avec une fierté immense que nous gérons ce secteur, avec la conviction que c'est un secteur qui a un rôle fondamental à jouer dans le cadre de la refondation de notre pays. Je vais vous dire, notre rôle aussi, c'est d'aider les acteurs, l'ensemble des acteurs de l'écosystème culturel, pour pouvoir aider à ce que notre jeunesse soit sensibilisée à travers, bien sûr, la culture, à travers son passé, à travers tout ce qu'on a comme art dans ce domaine pour pouvoir faire avancer la culture. Aussitôt arrivé, nous avons effectué des visites au niveau des services rattachés en charge de la culture. Nous avons visité la PEC, le CNCN, le CCOG, le Bureau national des droits d'auteur, BNDA, et tout ce qu'on a comme services rattachés de la culture pour vraiment travailler avec eux et comprendre effectivement les besoins de ce secteur-là. Nous avons aussi fait des rencontres avec les techniciens de ce ministère pour pouvoir évaluer les besoins de ce secteur pour stimuler les créativités artistiques et littéraires, préserver le patrimoine culturel et contribuer à une meilleure connaissance de nos us et coutumes. Mon département ministériel a relancé la reprise de l'organisation des activités phares existantes comme le concours d'Angourmou, comme le mois d'expression de la parenté à plaisanterie, le festival du théâtre et de l'humour, Kara de Kiachi, le festival de la chanson féminine, le festival des arts et de l'oralité, pour ne citer que cela. Donc tous ces festivals vont être réhabilités et nous avons, vont être en tout cas organisés de façon chronologique. Et nous avons reçu des instructions très fermes du président de la République pour faire un répertoire exhaustif de tout ce qu'on a comme
comme activité culturelle, comme acteurs socio-professionnels de notre culture qui existaient avant, qu'on ne voyait plus, les Wanzam, les Rumzawa, et tout ce qu'on a comme beauté de notre culture, c'est de faire un répertoire. Et le festival de la jeunesse qu'on a... Si vous voulez, c'est pour réhabiliter le festival en Crosso de la jeunesse, mais là, il sera peut-être élargi à toutes nos activités traditionnelles qui étaient connues par le passé, vont être réhabilitées pour pouvoir constituer un festival. Donc dans les instructions, nous avons pris en compte aussi les orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à la suite de la rencontre, des deux rencontres d'ailleurs qu'il a eues avec les acteurs, pour bien sûr aller vers le statut de l'artiste, aller vers la matérialisation du statut de l'artiste, mais aussi de la copie privée, qui aujourd'hui est une réalité dans des pays comme le Burkina. Que fait le ministère de la Culture en faveur cette fois-ci des industries culturelles? Concernant les industries culturelles et créatives, nous avons des dispositifs suivants. L'APEC, qui est l'agence de promotion des entreprises et industries culturelles, qui accompagne les industries culturelles et les entreprises des artistes pour pouvoir les aider à pouvoir, en tout cas, être formés d'abord et surtout à les accompagner. Nous avons aussi le FONDAC qui finance les artistes et les industries culturelles. Et bien sûr, le BNDA qui est le Bureau national des droits d'auteur. Ces établissements-là concourent à l'accompagnement et à la mise en œuvre, en tout cas, des initiatives. Depuis 2023 à nos jours, 150 projets des arts et de la culture ont été financés à hauteur de plus de 500 millions, financer les initiatives des artistes à travers le FONDAC. Donc vraiment il y a un travail qui est en train d'être fait par nos établissements, par nos services rattachés, mais aussi par le ministère pour pouvoir remettre l'artiste dans son droit, mais surtout l'accompagner parce que ces artistes-là, c'est eux le Niger, c'est eux qui font la fierté de notre pays, c'est eux qui sont nos ambassadeurs à l'international. La musique aujourd'hui du Niger est consommée à l'international, c'est pas comme avant où on cherchait à comment peut-être se retrouver sur telle ou telle chaîne. Aujourd'hui, nos artistes, franchement, font notre fierté et ils accompagnent la refondation. On est aussi instruit pour pouvoir les mettre dans leurs droits, les accompagner. C'est pourquoi on est en train de prendre des textes. Nous avons 5 directives de l'IEMOA qui vont être bien sûr transposées dans notre pays pour pouvoir donner en tout cas à l'artiste toutes ces lettres de noblesse. Et nous sommes en train de travailler aussi à pouvoir renforcer les établissements de formation artistique et culturelle qui avant, peut-être je dirais, on n'avait pas les effectifs qu'on a aujourd'hui. Donc il y a un engouement, il y a aussi un engagement de l'État à accompagner les artistes. Monsieur le ministre, dans le cadre de notre confédération AES, quels sont les efforts fournis s'agissant de votre portefeuille ministériel? Merci beaucoup. Effectivement, dans le cadre de la confédération, qui est aujourd'hui notre fierté à tous parce qu'on participe de 3 pays, chacun en apportant sa pierre à l'édifice, à la construction de cette emblématique confédération. Notre ministère est bien représenté dans le comité pour l'opérationnalisation de la confédération de l'AES. Donc tous les textes en tout cas, sont en train d'être transposés. Nous avons aussi participé à un certain nombre d'événements, d'activités, d'autres nous avons habilités, mais aussi d'autres nous avons participé au Burkina ou bien au Mali. Pour ce qui est des activités, nous avons ici à Niamey, à notre arrivée à la tête du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, en tout cas organisé le premier forum de la jeunesse AES à Niamey du 26 au 29 juin 2025. Nous avons aussi participé au Jeux de l'AES, dont la première édition s'est tenue au Mali et le Niger a été classé deuxième dans le classement des pays. Donc il y a aussi notre participation effective à la Semaine nationale de la culture sous la conduite de son Excellence Monsieur le Premier ministre. Cette semaine a été couplée à la deuxième édition de la Semaine de la Fraternité. Le Niger a participé aussi à la première édition de la Semaine de la Fraternité au Burkina, donc à Ségou au Burkina. Le Niger a participé à toutes les expositions, toutes les rencontres qui a eu lieu de l'AES. Le Niger a participé à la création de la Confédération du cinéma au sein de l'AES. Donc nos cinéastes se sont fédérés en une confédération. Donc le Niger participe aussi à toutes les rencontres. La rencontre bientôt
je vais revenir là-dessus, des ministres en charge de la jeunesse et de la culture au Burkina Faso pour pouvoir avoir une feuille de route pour prendre en charge au niveau de notre espace confédéral des questions de jeunesse et de sport. Le Niger a signé un mémorandum sur les documents de la politique culturelle commune de la Confédération. Donc nous sommes partie prenante de ce mémorandum sur la politique culturelle commune de la Confédération. Donc c'est pour dire que le Niger n'a jamais raté aucun rendez-vous de la Confédération et nous sommes fiers d'appartenir et de nous engager dans cette dynamique, dans cette voie tracée par nos dirigeants, en l'occurrence le gendarme Abdelrahman Chani, président de la République du Niger, le général Assimi Gota et le capitaine Ibrahim Traoré. Enfin, Monsieur le ministre, quel cadre approprié de mesure des résultats et d'appréciation de la performance des actions de votre département ministériel avez-vous mis en place et quelles sont les perspectives majeures attendues de votre ministère? Merci beaucoup. Pour garantir la performance, la transparence et la redevabilité de nos actions, notre département ministériel rompu avec les approches classiques et adopté l'approche axée sur les résultats, c'est-à-dire la gare, donc la gestion axée sur les résultats. Et nous avons mis en place un cadre de mesure des résultats, le CMR. Ces dispositifs reposent sur des indicateurs précis et ciblés et ça nous permet en vérité d'apprécier ce qui a été fait en termes de programmation et corriger au fil du temps ce qui doit l'être. Donc c'est vraiment un cadre nous permettant de mesurer ce qu'on est en train de faire, bien sûr, puisque nous sommes dans le cadre du budget programme pour pouvoir atteindre nos résultats. C'est comme un tableau de bord pour nous qui nous permet de savoir là où nous sommes, là où nous allons et au fil du temps savoir est-ce que les objectifs que nous sommes donnés, nous sommes en train de les atteindre ou pas. Pour nous, c'est un processus évolutif et qui a certainement des résultats à la fin. Bon, en termes de perspectives, nous en avons beaucoup. Nous comptons considérer les programmes phares conjoints en probabilité pour toucher le maximum de jeunes à travers les régions. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question de comment, en tout cas, toucher ces jeunes-là. Nous avons signé avec les programmes des Nations Unies, c'est-à-dire les agences des Nations Unies, ce qu'on appelle le programme phare conjoint sur l'employabilité de la jeunesse. Toutes les agences des Nations Unies et tout ce qu'on a comme partenaires, nous sommes en train de les mobiliser autour de ce programme phare conjoint jeunesse et employabilité qui a comme co-lead le ministère du Commerce et de l'Industrie. Notre objectif, c'est vraiment à travers ces programmes d'éviter les disparités. Tout le monde dit qu'il appuie les jeunes, il accompagne les jeunes et au finish, nous n'arrivons pas à capitaliser tout ce qui est en train d'être fait par beaucoup de partenaires, par beaucoup d'autres acteurs, par les organismes internationaux, par les ONG. Notre objectif à travers ces programmes, c'est vraiment coordonner nos actions pour qu'on ait de façon concrète ce qui est en train d'être fait pour les jeunes. Donc, c'est une sorte de coordination que nous allons mettre en place pour qu'on capitalise, mais aussi on sache effectivement si ce qu'ils sont en train de faire, ça rentre dans la vision de nos plus autorités, dans la vision ou dans les aspirations ou des instructions qui ont été données. Nous avons aussi la chance d'organiser la 3e édition du IF Connect Sahel. Comme vous le savez, l'année passée, le Niger, en participant à la 2e édition, a pu quand même décrocher l'organisation de cette importante rencontre. Le IF Connect Sahel, c'est un programme qui permet aux jeunes quand même de pouvoir rencontrer les aînés qui ont réussi dans tel ou tel secteur pour échanger et partager l'expérience avec eux. C'est pourquoi on l'appelle IF Connect, donc connecter les jeunes aux opportunités pour l'autonomisation des jeunes. Le Niger va abriter cet important forum qui va mobiliser 10 pays du Sahel. 10 pays du Sahel vont participer à cette édition qui aura lieu, Inch'Allah, le 10 au 12 août, en marge de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Donc c'est pour dire que Niamey sera la capitale de l'Afrique du Sahel. Cet événement est placé sous le patronage de son Excellence le gendarme Abdelrahman Chani, président du chef de l'État. Et nous avons nos collègues des autres pays qui seront là au Niger parce que nous allons inviter ces pays et beaucoup d'autres pays qui vont participer à cette importante rencontre africaine. Il y aura aussi la poursuite du programme spécial de l'entrepreneuriat communautaire. Donc il y a eu déjà une première cohorte dont je vous ai évoqué avec ces résultats. Nous allons maintenant recentrer pour voir là où ça a marché, là où ça n'a pas marché. Donc nous allons organiser cette 2e édition de cette cohorte-là. Donc il y aura aussi la 2e cohorte
de la plateforme Kohaiki, qui va être bien sûr pris en charge par nos partenaires, principalement le PNUD. Il y aura aussi la territorialisation du dialogue intergénérationnel. Tout à l'heure, nous l'avons évoqué. Nous allons sûrement présider, si l'État nous le permet, présider l'installation ou en tout cas l'animation de ces dialogues au niveau des régions parce que c'est important pour notre pays, comme je l'avais souligné. Il y aura aussi l'opérationnalisation des activités de mémorandum d'entente de coopération en matière de jeunesse avec les républiques serres de l'Algérie, du Maroc et de l'Arabie Saoudite. Comme vous le savez, il y a eu des commissions mixtes qui sont tenues ici où nous avons signé des accords, nous avons signé des mémorandums. Nous comptons organiser le festival Imzad, Inch'Allah, dans la région d'Agadez. En tout cas, il y a eu des discussions avec la ministre en charge de la culture où il était convenu qu'on organise ces festivals importants. Il y a aussi la relecture de la politique nationale de la jeunesse, tout à l'heure nous l'avons évoqué, l'instauration d'une journée nationale de la jeunesse. Vous savez, notre pays, jusqu'à présent, ne dispose pas, en tout cas n'a pas une journée célébrant sa jeunesse de façon particulière. Malgré les 70% de la population, donc c'est vraiment... tout à fait, 70%, mais nous allons, Inch'Allah, instituer une journée nationale de la jeunesse parce que pour le moment, on fête les journées africaines de la jeunesse et les journées internationales de la jeunesse, notamment le 12 août, à l'occasion duquel il y aura la 3e édition de FICONEC. Nous allons déposer notre candidature pour que nos 3 pays abritent la CAN 2032 en termes de perspectives importantes parce que nos 3 pays, en tout cas, vont disposer des infrastructures nécessaires, Inch'Allah, avec bien sûr la proposition de nos fédérations pour pouvoir techniquement organiser cette CAN 2032. Donc en termes de perspectives, nous allons organiser cette CAN avec nos pays de l'AES. Toutes ces belles perspectives que vous venez d'énumérer, d'annoncer, et pour aussi que le cadre là vraiment soit un cadre vraiment de mesures très appropriées de résultats, je pense qu'il faut des cadres compétents. Or, le ministère aujourd'hui, c'est la vérité, peut-être à l'image des autres ministères, il y a beaucoup de départs à la retraite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et qu'en est-il peut-être du programme de recrutement? Parce qu'il y a des jeunes aussi qui ont été dans vos écoles et qui attendent d'être recrutés. Est-ce qu'on en est par rapport à tout ça? Écoute, Ablaï Tchamago, c'est aussi une question des ressources. Mais voilà. Nous allons... Des ressources humaines de qualité. Des ressources humaines, bon, je suis d'accord. Vous en avez ces ressources humaines de qualité aujourd'hui avec tous ces départs à la retraite? Nous avons des ressources humaines de qualité, mais nous en avons encore besoin parce qu'effectivement, je suis d'accord avec vous, avec tout ce qu'on a comme perspective, avec tout ce qu'on a comme vision, avec l'engagement de nos autorités à avoir un Niger nouveau. Voilà. Nous avons besoin bien sûr des ressources humaines parce que ce travail ne peut pas être fait par les machines. Donc c'est forcément des ressources humaines et les jeunes attendent le recrutement. Mais certainement la ministre de la fonction publique qui va passer va vous répondre à cette préoccupation. Et pour la formation, parce qu'il y a déjà des cadres aussi qui sont là qu'on peut former pour mais bien sûr, nous sommes soient compétitifs. Qu'est-ce qui est fait par rapport à ce sujet? Nous avons un plan au ministère de la Jeunesse et de la Culture de formation de nos cadres et qui a été en tout cas mis à jour. Et les ressources humaines, c'est aussi des ressources qui sont... C'est la formation. Il faut aussi renforcer leur capacité. Et surtout, il faut les outils à comprendre, à servir la patrie. Il faut que... Vous savez, on a des leçons à donner chaque fois aux jeunes pour dire que les jeunes ne sont pas ceci, les jeunes ne sont pas cela. Il faut que aussi nos fonctionnaires ou nos cadres puissent donner, servir des modèles d'exemple dans nos administrations à cette jeunesse-là. Parce qu'ils vont partir, il faut qu'il y ait une relève sûre. Cette relève-là a besoin d'être formée, mais a besoin aussi d'avoir des modèles qui, dans l'exercice de leurs fonctions, assurent vraiment une certaine responsabilité et assurent bien sûr leurs fonctions, en tout cas dans le temps qu'il faut. On a fait le tour, pour conclure cet entretien, quel sera peut-être votre mot de la fin et un message particulier que vous voulez adresser à l'occasion de ce grand entretien? Bien sûr. Je voudrais remercier sincèrement tous les collaborateurs du niveau central de Concentré et de tous les services rattachés. Aussi remercier nos partenaires du système des Nations Unies et tous les partenaires qui nous accompagnent pour pouvoir relever les défis qui sont les nôtres dans le cadre de notre mission. Aussi remercier les acteurs sportifs, culturels, de jeunesse qui incarnent la dynamique nationale. Le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture restera à l'écoute des aspirations légitimes des jeunes, des acteurs culturels, des sportifs pour construire ensemble un avenir meilleur pour le Niger. D'accord. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, monsieur le ministre, pour cet entretien où vous allez
parler des défis énormes pour la jeunesse et de tout ce que l'État est en train de faire pour régler ce problème d'emploi. Et j'espère que ce sujet-là, ce dossier-là va pouvoir avancer. Vous avez parlé aussi de la réorganisation du secteur culturel, que tout le monde attend ce secteur de refondation. On espère en réorganisant ce secteur, sans doute que la refondation aussi va avancer. Vous avez parlé également de la réorganisation de la lutte, que tout le monde attend, parce qu'il faut innover. Et en pensant sans doute à ce projet dont vous avez évoqué et le code que vous avez en train de mettre en place, de nouveaux codes, pour régler les difficultés qu'on a souvent, je pense que la lutte traditionnelle va devoir aussi là avancer. Et vous allez enfin parler de la rénovation du stade que toute la jeunesse attend, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui accepter, regarder le stade où les jeunes ne peuvent pas aller au stade pour regarder les matchs et il faut délocaliser ça ailleurs. Je pense que les dispositions seront prises comme vous l'avez dit. Vraiment, merci pour tout ce que vous avez développé au cours de cet entretien, le grand entretien Télé Sahel, et toute l'équipe qui est ici, en tout cas, par ma voix, vous remercie beaucoup pour ça. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci à tous. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cet entretien avec le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, M. Sidi Mohamed Al-Mahmoud, qui vient de présenter le bilan de son action à la tête du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Un ministère clé pour réussir les fondements de la refondation, car la jeunesse nigérienne a un rôle à jouer dans le changement de mentalité, une condition pour la réussite de tous les chantiers de cette refondation. Excellente soirée à tous. Au revoir.